Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Tu vois que je t'avais dit que mon compteur buguait, il n'est même pas au bon endroit, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui donc avec une invitée. Ça fait longtemps moi que j'ai pas été sur ce live et je suis très content de vous retrouver. Et je suis très content d'accueillir. Alors, on fait tous les réglages techniques. Ici, les réglages techniques se font pendant... C'est normal. D'accord. Donc, je vais pouvoir enfin te présenter. On se retrouve avec Julia Laureau. Bonjour Julia. Bonjour, et tous les autres. Voilà, donc Julia, c'est ta première fois sur Twitch. On en a longuement discuté et accueillez-la bien parce qu'elle est stressée. Je ne vous cache pas qu'elle est stressée. Elle a vécu, vous le verrez, bien pire que ça. Malgré tout, Je stresse. Internet impressionne et ça peut s'entendre. Donc, Julia, comment est-ce qu'on peut dire ? Tu es anthropologue, c'est ça ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut déjà revenir ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ton cursus ? Ah, alors là, je te présente donc. Merci Ed qui avait très hâte de ce live. Parce que bonjour Ed qui est une personne qui est récurrente sur ce stream et voilà. Elle aura, je pense, des questions. Super. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cursus ? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui, je démarre à quel moment ? Parce que c'est une Pam- longue histoire. Pamiliou, bonjour Pamiliou. On va peut-être commencer au niveau universitaire. Ok, bon, alors, je commence au master parce que sinon ça fait loin. Bon, alors j'ai commencé par un premier master en théorie politique à Sciences Po Paris. Et en fait, à ce moment-là, la Pologne est un peu arrivée dans ma vie par différentes personnes. Et notamment par un professeur qui s'appelle François Bafoil, qui est donc spécialiste de la Pologne et qui avait un cours qui croisait sociologie et psychanalyse pour analyser les phénomènes politiques. Et il se trouve que je trouvais que ce qu'il nous présentait était très pertinent pour parler de la situation en Pologne. Donc là, on était dans les années 2018-2019. Et donc on avait une très forte montée du nationalisme en Pologne avec un parti autoritaire au pouvoir, etc. Et donc l'idée c'était de comprendre qu'est-ce qui avait amené cette situation. Et donc j'ai travaillé avec lui donc en croisant psychanalyse, sciences politiques, etc. autour du nationalisme pour comprendre ce qui se passait avec ce parti qui est le parti droit et justice, le PiS, polonais. Voilà, PiS, je précise, je voulais vous l'écrire dans le chat parce que bon... alors, il n'y a pas... P majuscule, I minuscule et S majuscule. Voilà, je précise parce que alors on n'a pas ma modératrice, mais elle aurait fait beaucoup de blagues. Je la connais, Oui. c'est une petite blagueuse. Mais du coup voilà, c'est pour Prawo i Sprawiedliwość, droit et justice en polonais. Donc j'ai commencé comme ça, et puis à la suite de ce travail, j'avais vraiment envie d'aller sur le terrain, et donc j'ai fait un deuxième master pour me spécialiser en anthropologie politique. Et donc là, je suis partie en Belgique, à l'UC Louvain. Et je voulais donc cette fois-ci partir en Pologne pour analyser un parti d'extrême droite qui est encore plus à droite que le PiS qui s'appelle Konfederacja. Sauf que c'était en pleine période Covid, donc c'était plus possible de voyager. Et j'avais eu l'idée alors de travailler au niveau du Parlement européen parce qu'il y a un groupe parlementaire nationaliste au Parlement européen qui était dirigé aussi par le PiS à ce moment-là. Sauf que pandémie aussi, tout était fermé, donc il n'y a vraiment aucun accès. Et en fait, il se trouve que c'était en octobre 2021, la Pologne vivait des événements historiques. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, qui était sous le contrôle du gouvernement du PiS à l'époque, a statué sur la loi sur l'avortement, en décidant que, en gros, l'avortement dans des cas de malformation grave et irréversible du fœtus devenait incompatible avec la Constitution, ce qui revenait en fait en pratique à interdire quasi complètement l'avortement, puisque depuis 1993 ou 1993, je ne sais pas. Alors, quelle est l'audience ? On va s'arrêter. Là, j'ai un éclairage, je suis suréclairé. Mais ça arrive, malheureusement, c'est l'heure. Mais tu es la première Française invitée sur ce stream. D'accord, mais donc on va dire 93. Très bien. Et là, ce ne sont que des Français pour l'instant. Ok. Enfin,
qui ont parlé dans le chat, ce ne sont que des Français. Mais il y a un peu plus de spectateurs. Tu choisis. Ok. 93, 93, ils ont l'habitude, ils savent. Ça marche. Donc bon, donc en Pologne, on a l'occasion de revenir là-dessus, j'imagine, au cours du live. Mais donc, jusqu'à 1993-93, l'avortement était interdit, sauf dans 3 cas. Et donc en 2020, avec Oui, pardon, j'ai dit octobre 2021 tout à l'heure, mais c'était... Non, t'as dit 2022 Non, 2022 c'est pas possible. Mais bon, peu importe. Enfin, c'était. Oui, t'as dit octobre 2021. Alors c'était octobre 2020, pardon, j'ai anticipé d'1 an. Ah, okay. Oui. Et donc en octobre 2020, parce que c'était encore les suites du premier confinement et tout ça, donc la Cour constitutionnelle polonaise décide que un des 3 cas dans lequel l'avortement était possible n'était plus possible. Et en fait, comme c'était le cas d'avortement le plus pratiqué à 98% en Pologne, en pratique l'avortement devenait inaccessible et en fait cette décision elle a envoyé dans la rue des millions de Polonais, de Polonaises surtout, à la fois en Pologne même, mais aussi dans la diaspora polonaise dans plein d'autres pays. Et en fait il y a eu des événements, ces protestations elles étaient impressionnantes par rapport à leur ampleur, par leurs caractéristiques. Enfin, c'était anticlérical, c'était radical, c'était féministe. Bon voilà, il s'est passé énormément de choses et ça a vraiment déstabilisé le camp gouvernemental à l'époque, puisque le mouvement qui portait ces manifestations réclamait la démission du gouvernement, avait l'intention vraiment de renverser le pouvoir en place, etc. Et donc quand il se passe ça, je m'intéresse évidemment à ce qui se passe et il se trouve qu'à Bruxelles, il y avait un collectif polonais qui participait à cette mobilisation. Donc de femmes par rapport à cette loi et donc mon terrain est devenu de travailler sur cette communauté polonaise féministe à Bruxelles par rapport à ces manifestations depuis la Belgique. Et puis 1 an plus tard j'ai démarré ma thèse et donc j'ai décidé d'aller voir comment ça se passait sur place en Pologne, tout d'abord sur cette question-là, sur ce mouvement-là, et puis après ça a évolué aussi vers d'autres choses. Donc, voilà. Ok. Enfin, ça a évolué vers donc ta thèse. Oui, ma thèse voilà. Que j'ai soutenue en juin. Parce que dans le chat, vous pouvez tous applaudir Julia parce qu'elle a cette année, donc en juin, validé sa thèse. Mais globalement, 2025, grosse année. Grosse année pour la Pologne et pour moi-même. Pour la Pologne et pour toi-même. Mais tu as donc... Tu me dis ce que j'oublie, mais tu as fait une expo, donc ouais. Organisé l'expo, fait toutes les conférences autour, fait un peu la promo, enfin je sais pas si tu peux appeler ça la promo, tu as été sur RTBF, oui, on a été dans les médias, l'ambassade, on a fait pas mal de choses. Voilà, et tu as donc rédigé en même temps ta thèse, tu l'as validée, tu as fait la soutenance. Enfin, une grosse année. Je vais vous montrer. Parce que j'ai aidé Julia. Beaucoup aidé. Beaucoup, je sais pas. Si, en termes de logistique et de pratique. J'ai aidé Julia pour ton expo avec des artistes. Ce qui, sachez-le, et tu me diras si je me trompe, travailler avec des artistes, ça rajoute du travail. Donc avec des artistes polonaises, tu as fait ça et c'était sur l'avortement. En Pologne. Oui, alors, oui, ça partait de là, mais en gros, c'était une exposition en fait, qui était prévue dans le cadre de mon projet de thèse. J'avais dans l'idée de partager un peu les résultats de mes recherches avec le grand public et de faire un peu mieux connaître cette situation polonaise, mais de la resituer aussi dans un contexte européen plus global, donc parler aussi d'autres pays. Et donc, comme en fait l'art féministe polonais est très très représentatif des clivages politiques en Pologne, on s'est dit qu'on allait donc faire ce projet de croiser en fait des données de recherche, des photos de terrain avec des œuvres d'artistes féministes polonaises qui ont travaillé les mêmes sujets que ceux que j'étudiais. Et donc voilà, c'est un projet qui a été monté sur plusieurs années et qui a abouti donc en février 2025 à cette exposition à Louvain-la-Neuve. Et donc l'idée, donc c'était comme je l'ai dit, de revenir sur
finalement ma recherche, les différentes thématiques qu'on a abordées, et aussi de parler de tout un processus, parce que ce qui s'est passé, c'est que depuis les événements d'octobre 2020 dont je vous ai parlé par rapport à cette restriction du droit à l'avortement, à cette mobilisation des femmes, il y a vraiment eu une évolution politique très, très particulière, et qui a mené notamment en 2023 à la défaite du PiS aux élections législatives. Donc le gouvernement du PiS est tombé, et en fait ce gouvernement est tombé statistiquement grâce au vote des femmes qui représentent la majorité de l'électorat polonais et qui se sont mobilisées dans la majorité de cet électorat aussi envers l'opposition dite démocratique. Et donc c'est vraiment à partir de ces événements de 2020 et jusqu'à ces élections tout un processus que j'ai voulu retracer avec les artistes, et donc aussi élaborer expliciter un peu des grands concepts des thématiques et de la situation polonaise, et aussi revenir sur ce processus. Et là, je vais poser une question qui me vient, et après je reprendrai mon fil, mais les femmes, donc tu dis que les femmes en 2023 ont fait basculer les élections. Est-ce que c'est parce qu'avant ça, les femmes ne votaient pas? Est-ce que c'est parce qu'elles votaient plus conservateur? Le vote féminin évoluait comment en Pologne? Alors, elles votent de manière générale moins que les hommes, donc c'était un peu une démobilisation électorale, mais de manière générale, l'électorat polonais était assez démobilisé du côté, on va dire, libéral, progressiste, qu'on peut appeler ça comme on veut. Et donc, c'est vraiment cette mobilisation déjà par la rue, et puis tout ce qui s'est passé, qui a fait qu'il y a vraiment eu un élan, on a incité les femmes à aller voter. Et ça a donné ce résultat. Tu étais sur le terrain à ce moment-là? En 2023, oui. Non, tu étais sur le terrain. Oui, j'étais là pour les 2 dernières semaines de campagne jusqu'à l'élection. Et puis après moi, mon terrain, il a commencé, comme je vous ai dit, à Bruxelles entre 2020 et 2021, donc j'ai observé ça depuis la Belgique. Et à partir de janvier 2022, j'ai été sur le terrain jusqu'à novembre 2023, avec des allers-retours, mais globalement c'est cette séquence-là qui m'a occupée. D'accord, donc c'est... Je vois, mais du coup, sur place, quand tu étais sur place, notamment, moi je pense forcément au moment fort, au moment des élections, les réactions dans la rue, c'était réactions de joie, tu as vu plutôt de la contestation, tu as vu les deux? Alors moi j'étais à Varsovie, qui est la capitale donc, de la Pologne, et qui est une ville acquise au camp libéral, et qui a vu les manifestations d'ampleur se produire, et ce qui était un peu... ça se ressentait vraiment dans l'atmosphère ce jour-là qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Alors on ne savait pas encore quelle serait l'issue du vote, c'était très très incertain d'ailleurs, mais on sentait quand même pas mal d'euphorie, et surtout il y avait quelque chose d'historique, c'est que la participation électorale a atteint un taux record en Pologne. On était autour de 74%, 74%. Je vais arriver à faire un choix entre les deux. On comprend. Voilà. C'est multilingue. C'est ça. Et en fait, devant tous les bureaux de vote, mais il y avait des files pas possibles. C'était vraiment ça impressionnant. Et donc on savait tout au long de la journée, parce qu'il y avait des bulletins sur la participation électorale, donc on voyait que la participation était très très importante, et on se demandait pour qui ça allait basculer. Donc là en l'occurrence c'était plus pour le camp libéral, et puis le soir tard, je suis allée à une soirée électorale avec c'était organisé par un magazine de gauche là-bas. Alors vous entendez, elle a dit de gauche, donc ça valide, parce que parfois on se moque de moi parce que je dis de gauche. Ah oui, mais moi je viens aussi du sud, donc voilà. Donc voilà. Pardon, de gauche. non, de gauche. De gauche. Ici on dit de gauche. Et du coup, c'était vraiment l'euphorie au moment des résultats, vraiment super impressionnant. Tout le monde était très 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 content, et on sentait vraiment le vent du changement arriver. Maintenant, le score, parce que c'est le camp libéral qui a gagné, c'est une coalition qui s'est formée. Donc ce sont différents partis qui n'ont pas grand-chose en commun, en fait, à part l'idée de s'opposer au PiS et de faire tomber ce gouvernement. Un petit peu comme ce qu'on a connu, c'est comparable à ce qu'on a connu avec le NFP ou...
Je dis non, parce que le NFP c'était quand même dans l'ensemble que des tendances de gauche, avec diverses approches, alors que là on avait par exemple, ça allait de la gauche à centre droit libéral sur le plan économique. Quoi. Ce qu'on verrait effectivement pas du tout. Non. Non, si on devait comparer à la situation française, c'est comme si on avait eu une alliance entre LR, Mélenchon, LFI, le parti Renaissance et puis le PS, quoi. Enfin, et Écolo. C'est vraiment pas du tout les mêmes configurations. Déjà, la définition de la gauche là-bas par rapport à ce qu'il y a en France, c'est différent aussi. Donc c'est difficile de visualiser, mais en tout cas, c'est plusieurs formations politiques qui avaient en commun l'objectif de faire tomber le PiS. Et donc au niveau de la définition de ce qu'allait être la politique ensuite du nouveau gouvernement, qui était majoritairement porté, le camp majoritaire dans cette coalition, c'était le centre droit libéral. Donc tout ça pour dire que moi j'étais à une soirée électorale auprès de gens de la gauche et il y a eu aussi un peu de déception parce que la gauche a fait vraiment un score très bas par rapport aux élections précédentes et donc on s'inquiétait aussi de qu'est-ce qui allait être comment ils allaient pouvoir influencer la coalition gouvernementale sur des sujets vraiment plus progressistes que ce qu'on l'a porté par rapport au camp libéral, etc. Donc, c'est les libéraux qui sont majoritaires, c'est ça. Ouais. D'accord. Très bien, je pense qu'on voit un peu mieux le grand contexte. Et donc, aussi, ce qu'on n'a pas encore évoqué, et une des grandes spécificités de ta thèse, c'est que toi, tu ne t'es pas dirigé que sur le parti dont tu nous parlais au début. Alors, pardon, le nom... les noms polonais, le PiS, tu veux dire. Non, le Konfederacja, l'autre parti d'extrême droite. Tu ne t'es pas concentré que sur le Konfederacja, ni que sur le PiS, ni que sur Strajk Kobiet. Tu t'es concentré sur... Oui, mais en fait, voilà, mon sujet a un peu évolué, voilà, c'est ça. Alors, je suis pas du tout allée du côté de Konfederacja et de l'extrême droite au niveau partisan, finalement, ni du côté du PiS. Moi, vraiment, voilà, le terrain que j'ai fait en master par rapport à cette mobilisation féministe a quand même beaucoup rebattu les cartes. Donc, je suis d'abord allée au sein du mouvement des femmes, donc, on va dire le mouvement féministe globalement, mais qui regroupe vraiment plein d'organisations qui ont des approches très différentes et des idées très différentes. Et puis, quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte qu'aller que de ce côté, c'était un peu... en tout cas, pour moi, c'était un peu réducteur parce que, en fait, j'étais constamment confrontée aux anti-avortements, à l'extrême droite, en tout cas civile, etc. Et donc, il y avait vraiment, autour de cette question de l'avortement, un affrontement politique presque plus large sur vraiment quelle va être la définition de cette démocratie polonaise, quelle est la nation polonaise qu'on veut porter. Et vraiment, à partir de cette question de l'avortement, on va avoir deux camps qui se sont affrontés. Et donc moi je voulais voir justement, moi je me suis intéressée à cette polarisation et donc je suis allée du côté du mouvement des femmes et ensuite je suis allée du côté du mouvement anti-avortement, dit pro-life pour dans les termes employés par ceux qui portent ce combat. Et là aussi dans diverses organisations et donc j'ai observé les deux en parallèle en plus d'observer ce qui se passait dans l'actualité politique et donc tout ce processus électoral que je ne pouvais pas deviner en commençant ma thèse. C'était vraiment inespéré tout ce qui s'est passé donc voilà. Oui, tu as été là vraiment au bon moment, mais c'est aussi un feeling à avoir. Hein. Enfin, je le sais par rapport à mon sujet où on en discutait parce que Julia est venue manger chez moi aujourd'hui et on en discutait. Vous le savez, j'ai réorienté ma thèse parce qu'il a commencé à se passer des choses. Toi, c'est encore plus fort que ça, j'ai envie de dire. Parce que toi, il se passait des choses, mais c'est un pressentiment que tu as eu ou ça t'intéressait? Alors, un peu des deux, mais comment dire. En fait, il y avait vraiment cette sensation que là, il se passait quelque chose d'historique et qu'il fallait creuser là, quoi. Après, je pouvais vraiment pas deviner ce qui allait se passer parce que même les premiers mois que j'ai passés au sein du mouvement des femmes, en fait, c'était mes actrices de terrain, comme on les appelle, étaient très très pessimistes, en fait. Et moi, ça m'a un peu choquée d'ailleurs parce que je suis arrivée... française, j'étais en Belgique avant, etc. Avec cette idée, les femmes font la révolution, c'est extraordinaire, et puis tout va s'arranger.
puisqu'elle porte, c'est vraiment... Enfin voilà, il y avait vraiment cette idée que j'étais fascinée par ce mouvement qui était quand même assez impressionnant. Et puis sur place, tout le monde me disait, bon voilà, on était en 2022, donc quand j'ai commencé, le gouvernement n'est pas tombé à ce moment-là, et finalement les manifestations, elles se sont tassées, et ça n'a abouti à rien, quoi. C'était un peu ça. Et donc dans l'idée que non, ce mouvement-là, il est mort, et puis de toute façon, voilà, ça va de pire en pire, on ne sait pas ce qui est... Enfin voilà, c'était vraiment, le mood général était très très pessimiste. Et on ne devinait pas du tout à ce moment-là qu'on allait retrouver cet engouement. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu juste me limiter déjà à ce mouvement-là. Je suis allée voir plein d'autres organisations féministes. Et puis de me dire, bon, et comment ça se passe de l'autre côté ? Comment eux, elles, voient la situation ? C'est quoi ça ? Alors, c'est qu'il y a quelqu'un il y a T_TRB, merci beaucoup, qui vient en fait de suivre la chaîne. Ah, bon. Voilà, c'est, bienvenue. Donc bienvenue et merci beaucoup. Ok. Ça veut dire que je suis content parce que ça bug depuis longtemps cette annonce. D'accord. Et ça veut dire que je l'ai réparé. Ah bah et il me dit formidable. bonjour. Bonjour à toi, je sais pas comment on dit, on va dire trbe. Oui, ça va très bien. Bon, et du coup donc oui, donc c'était cette idée. Au début, c'était très pessimiste et honnêtement, voilà, moi j'avais juste l'impression que bon bah voilà, il se passait des choses et c'était quand même assez fou et donc je voulais comprendre. Mais c'est vrai que sur place, il y a eu un gros décalage. Maintenant, dans les événements qui ont suivi et que j'ai pu observer, il y a en fait eu un travail assez important parce que ces manifestations de 2020 et qu'elles un peu continuent en 2021, elles étaient tellement impressionnantes finalement qu'elles ont mis de la pression au niveau du camp politique, anti-PiS on va dire, et aussi il y a eu vraiment un changement dans les mentalités au sein de la société civile. On a vu dans les sondages que la majorité de la population polonaise en fait soutenait une pleine légalisation de l'avortement, ce qui est historique pour les dernières années, et qu'on avait vraiment voilà, toute une forme d'opposition démocratique qui s'était au sein de la société civile rassemblée derrière ce mouvement féministe, que les mentalités évoluaient et que finalement la population appelait au changement. Et donc un des leaders de cette opposition libérale qui s'appelle Donald Tusk, qui est maintenant l'actuel Premier ministre polonais, mais qui l'a été par le passé déjà. En fait, lui, à ce moment-là, quand il y a eu ces manifestations, il était à Bruxelles puisqu'il était au Conseil d'Europe. Et il a été aussi président, il a été au Conseil de l'Europe, puis au moment des manifestations, il était président du PPE, qui est le Parti populaire européen, donc le centre-droit démocrate chrétien. En fait, en observant ça, il a dit il faut faire quelque chose, et donc il a décidé de revenir dans la politique intérieure polonaise, et finalement de porter cette nouvelle opposition anti-PiS. Et en fait, voyant les revendications de la rue, les changements d'opinion publique, il a décidé que si on votait pour lui, en tout cas pour son parti aux élections suivantes, donc en 2023, il s'engageait à légaliser l'avortement jusqu'à la 12e semaine, ce qui était une des revendications de la rue, etc. Et donc il y a eu tout un jeu politique aussi d'alliance entre des organisations de la société civile, des partis libéraux, pour finalement arriver à ce résultat politique-là. Et donc moi j'ai aussi pu observer tout ce travail un peu de lobbying politique d'organisations féministes par rapport à ce parti, et aussi le travail toujours de terrain, de mobilisation de l'opinion, et donc voilà, c'est plutôt ça que j'ai observé, et comment finalement les choses se sont mises en place jusqu'aux élections. Là alors on va directement arriver sur un point qui ne fait pas toute ta thèse, mais qui est quand même central, qui est la question de l'avortement, oui. Qui est quand même très présente. Oui, ça part de là. Voilà, ça part quand même de là. Déjà, première chose, peut-être, est-ce que tu pourrais... alors ça va être une question peut-être un peu large, mais qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui fait de cette question de l'avortement, qui est revenue en France quand dernièrement ça a pu être questionné, le fait de la mettre dans la Constitution, etc. Qu'est-ce qui fait, parce que tout le monde n'est peut-être pas éduqué sur ça, qu'est-ce qui fait de l'avortement une question aussi centrale
Alors, je pense que c'est important d'en oui, parler. tout à fait. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire polonaise pour ça. Alors, c'est ce que j'espère. il faut savoir que donc, la Pologne a connu un régime communiste de l'après-guerre, donc de 1945 à 1989, et que sous ce régime, l'avortement a été légalisé. Complètement. C'est-à-dire en 1956, en fait, les Polonaises ont obtenu le droit à l'avortement. Alors initialement, cette loi, c'était pour l'avortement en cas de conditions de vie difficiles pour la femme enceinte. Et puis dans la pratique, c'est devenu accessible à la demande. Donc on avait cet avortement légal, etc. Quand le communisme est tombé en 1989, notamment grâce à l'action du syndicat Solidarność, donc Solidarité en français, en fait, l'opposition au régime communiste, les nouvelles élites dites démocratiques qui vont... Alors, si tu ouais, peux... je me décale par ici. Ouais, parce, Voilà, parce que depuis tout à l'heure, je me dis que tu... Pardon, c'est parce que je te regarde oui, là et du coup c'est pas mais sur la caméra. le plan il est assez dur. Ok. Donc, la démocratie renaissante après cette période communiste autoritaire, en fait, elle va être l'idée par des formations de droite et surtout par l'Église catholique qui va être très très influente au moment de ce renouveau démocratique parce qu'elle a joué un rôle très très important dans la résistance au régime communiste. C'était vraiment, le culte catholique clandestin était un lieu de refuge et de perpétuation un peu de l'identité polonaise, etc. Les prêtres aussi ont beaucoup contribué, les prêtres, évêques, le clergé, à cette résistance au régime communiste. Il y a eu le pape Jean-Paul II, etc. Et les leaders de Solidarność étaient aussi très, très, très catholiques. Et donc, en fait, quand on a eu cette nouvelle démocratie à construire finalement après ces 50 ans, 45 ans de communisme, il y a eu une sorte de pacte de dire que l'Église devait être remerciée en fait et que maintenant on allait pouvoir construire une Pologne vraiment polonaise telle qu'on l'estime, c'est-à-dire catholique en tout cas à l'époque. Et en fait, pour pouvoir faire adhérer la population aussi à ces nouvelles formations politiques, à ces nouveaux régimes, on avait besoin du soutien du clergé. Et donc il y a des sortes d'accords qui sont passés où on s'est dit, ok, le clergé était là, oui, on va soutenir ces nouvelles élites, etc., ce renouveau démocratique, mais en échange, on demande qu'on revienne sur la loi de l'avortement. Il faut savoir que déjà avant la chute du régime communiste, en fait, il y avait l'Église poussait déjà pour une restriction de ce droit, que en fait le mouvement anti-avortement il est né directement quand l'avortement était légalisé en 56. Mais bon, donc l'Église avait un poids très très important donc après 89. Et finalement, les élites politiques ont accepté de revenir sur cette loi. Et ça a été une bataille bien sûr entre les partisans, les opposants, et finalement en 1993 il y a une loi qui a été votée qui a interdit l'avortement sauf dans 3 cas, en cas de malformation grave et irréversible du fœtus, donc comme je l'avais évoqué, en cas de danger pour la vie de la femme enceinte, pour sa santé, et en cas de grossesse qui résulte d'un acte criminel, donc viol ou inceste. Il faut savoir que cette loi, elle est nommée compromis. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la loi, on en parle comme c'était le compromis, mais c'est pas vraiment un compromis dans la pratique, c'était vraiment une interdiction. Compromis dans le sens compromis entre les partisans du droit à l'avortement, accessible à la demande, etc., et ses opposants. Dans la pratique, l'opinion publique à cette période-là, il y avait eu une tentative de faire un référendum, il y a eu des pétitions qui ont été une pétition qui a été mise en œuvre pour justement empêcher une interdiction de l'avortement parce qu'il y avait eu des projets vraiment qui voulaient complètement tout interdire, des trucs très très restrictifs. On est arrivé finalement à 93 avec ces 3 cas, voilà. Mais donc l'opinion publique à cette époque-là était majoritairement contre l'interdiction, la restriction du droit à l'avortement, mais le président de l'époque et sa formation politique, donc on le dit en français Lech Wałęsa, mais c'est Lech Wałęsa en polonais, était lui-même très chrétien et anti-avortement, et ils ont décidé de passer outre le référendum qui devait être organisé. Et donc on a cette démocratie polonaise renaissante qui naît en fait sur cette idée que on va interdire, restreindre les droits des femmes par rapport à ça. Et en fait, à ce moment-là, et dans tout ce qui a continué par la suite, la question de l'avortement, elle était liée
à cette idée, en tout cas le mouvement féministe et pour le droit à l'avortement, il est né en opposition avec cette idée que comment expliquer ça très simplement. C'est une situation qui, je crois, n'est de toute façon pas simple. Donc, contre une définition de l'identité nationale polonaise, de la nation polonaise, comme étant liée au sacrifice des femmes, à la maternité, etc. Parce qu'en fait, quand cette église, elle était tellement influente à ce moment-là, que c'était non seulement on est revenu sur le droit à l'avortement, mais l'église, c'était elle qui dictait un peu, voilà, dans les manuels scolaires, ce qu'on allait apprendre en termes de morale, en termes de biologie, en termes d'éthique. Et donc, on a vraiment eu en parallèle il y a eu ça. En parallèle, c'était des élites libérales au niveau économique. Ça a été un choc assez impressionnant pour pouvoir remettre la Pologne d'aplomb après le communisme. Très, très libéral. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute cette période qu'on appelle la période de transition démocratique entre le communisme et puis la suite des années post-communistes, les femmes vont être vraiment réassignées dans la sphère dite privée, c'est-à-dire qu'elles vont se retrouver un peu éjectées du marché du travail. Et en parallèle, elles vont perdre le contrôle de leur corps, de pouvoir décider quand est-ce qu'elles peuvent avoir un enfant ou pas. Et donc le mouvement féministe qui naît à ce moment-là, alors enfin je veux dire il y en a un qui naît à ce moment-là, mais le féminisme polonais a une longue tradition, il va vraiment être dans l'opposition à cette vision de la Pologne qui dit que les femmes sont des mères au foyer, chrétiennes et voilà. Et donc la question de l'avortement, elle va sans cesse revenir dans l'histoire contemporaine avec cette idée que oui, c'est une question de conquête féministe, d'égalité, d'autonomie, mais en parallèle on parle aussi de qu'est-ce que c'est que cette nation qu'on veut donner, où finalement les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits et n'ont pas les mêmes attentes, on n'attend pas la société n'attend pas des hommes et des femmes les mêmes rôles, et donc ça va être vraiment très très important. Ensuite il va y avoir des tentatives, notamment en fait depuis les années 2010, avec l'émergence de ce qu'on appelle les campagnes anti-genre qu'on voit un peu partout dans le monde. En Pologne, ça arrive autour des années 2010-2012. Vraiment d'importants lobbies conservateurs, des organisations anti-avortement et aussi des formations politiques dont le PiS, qui vont vouloir revenir un peu sur ce droit à l'avortement pour encore plus le restreindre. En fait, à ce moment-là, il va y avoir une sorte de polarisation autour de l'avortement où, en fait, autour de cette question-là, comme je l'ai un petit peu évoqué pour les manifestations 2020-2021, on va avoir deux Polognes qui vont s'affronter. Une qui va être plutôt libérale, où on va chercher un modèle de la nation plutôt horizontale, où finalement la société, chacun a des droits individuels et décide pour soi-même, etc. Une société pro-européenne, contre un camp qui va considérer qu'en fait la nation, les droits collectifs, finalement sont plus importants que les droits individuels, la religion, etc. Donc l'avortement va vraiment devenir un champ de bataille entre ces deux types de Pologne. Et donc c'est pour ça que l'avortement, c'est une question clé, parce que c'est un peu l'origine viciée de cette nouvelle démocratie post-communiste. Et en même temps, avec les enjeux là vraiment contemporains de toutes ces attaques au niveau des questions de genre, va opposer aussi des formations libérales, pro-européennes à d'autres plus conservatistes, nationalistes, etc. Alors, c'était beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est super intéressant. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Alors déjà, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, et toi, je vais un petit peu faire un parallèle avec The Witcher, avec quelque chose que vous connaissez un peu plus, c'est que The Witcher, notamment The Witcher 3, dont en fait je fais tous les jeux en live et actuellement je suis dans le 2, vous verrez dans le 3, ce qui se passe, c'est que on a un groupe de femmes au départ un petit peu au pouvoir dans l'ombre, qui va être un peu dans les grandes idées liées à un envahisseur. Okay. Sauf que cette sorte de complot va être révélé au grand jour et les magiciens et magiciennes vont être poursuivis par l'association d'un roi conservateur et de l'Église. Si vous y voyez un lien, c'est normal. Voilà, The Witcher, les scénaristes de The Witcher 3, on en discutait,
que je t'avais dit que je connaissais un scénariste de The Witcher 3, qu'on avait discuté, oui, ils ont eu un propos vraiment sur la Pologne, l'alliance avec l'Église, une église qu'ils appellent du feu éternel. On est pas mal. Donc voilà, on en discute souvent sur cette chaîne, il y a un lien, on peut tracer des liens entre toute cette histoire que tu viens de nous raconter et l'avortement, on va en parler aujourd'hui dans l'atelier que j'ai prévu. Mais je voudrais revenir sur autre chose, quelque chose qui va peut-être, de manière aussi à faire un lien avec le monde français, le monde même belge, quelque chose que j'ai beaucoup entendu et que tu dis dans ta thèse. Hop. Alors vous le voyez pas parce que vous le voyez pas, mais nous on a aussi, enfin pour moi m'aider, on a mis la thèse en fond. Oui, mais cette question du sacrifice des femmes, moi ça me rappelle vraiment quelque chose que j'ai beaucoup entendu, même en fait en France, en France et en Belgique, comme à des femmes qui chercheraient à s'émanciper, à faire valoir leurs droits. Cette idée que quand par exemple une femme, on va dire, a subi quelque chose, on va pas le citer, on va dire peu importe, elle a subi quelque chose où elle est dans un couple toxique, etc. C'est des situations qu'on rencontre. Et ben, j'ai souvent rencontré cette idée que de la part d'autres femmes, c'est ça qui moi m'a choqué et que ça m'a vraiment rappelé, hein, parce que, alors je n'ai pas, tu le sais, j'ai pas encore eu le temps de tout lire. C'est une thèse très longue, mais qui est extrêmement puissante et dès le début, quand on y est entré, et au bout d'un moment, on fait une pause parce que c'est très bien écrit et c'est dur en fait. Je la trouve dure à lire dans le bon sens du terme. On est émotionnellement pris, vraiment. Et cette idée que j'ai beaucoup entendue mais nous on l'a connue, alors toi tu dois le subir. On a l'impression que c'est vraiment ça que tu fais. Qui ressort notamment au début, qu'il y a un discours autour de bah oui, les femmes, elles se sacrifient pour la société. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi que tu le vois. Mais... Alors je ne le poserai pas comme ça, mais il y a plusieurs éléments dans ce que tu dis. Et moi, si on veut parler de manière très générale, je vais être moins longue pour l'aspect historique, mais je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire des nations modernes, on va dire, voilà, si on date ça au 19e siècle, grosso modo, en Europe... Alors, elle a plus travaillé sur l'époque contemporaine, vous le savez, j'ai plus travaillé sur l'époque moderne. Donc, moi, situation de la femme, forcément, j'ai travaillé sur la sorcellerie. Je situe ça au XVIe siècle. Oui, la modernité, elle est à la Renaissance, en l'occurrence, mais là, je parlais vraiment plus de la modernité, on va dire, libérale, la formation des nations modernes. Dès le début, en fait, cette formation des nations, elle est ce qu'on appelle genrée. C'est-à-dire qu'elle va se construire sur l'idée que les hommes et les femmes ont des devoirs différents vis-à-vis de cette formation politique, de cet état-nation, de cette nation tout court qui va être formée. Et donc, l'idée, c'était que les hommes devaient avoir les commandes politiques, ils devaient défendre aussi militairement la nation. Économiquement, c'était eux qui étaient en charge des choses. Et la femme, elle était vraiment chargée de la reproduction de la nation au sens biologique, c'est-à-dire faire des enfants, que des sujets nationaux, que des citoyens de cette nation viennent au monde, et en même temps une reproduction dite culturelle, c'est-à-dire que c'est les femmes qui devaient perpétuer les mœurs, les coutumes, la langue, etc. Donc en fait les nations, quelles qu'elles soient, elles se sont construites sur cette idée-là, cette binarité, cette complémentarité entre guillemets des sexes, des genres. Après, chaque histoire nationale a évolué comme elle a évolué.
Et bien sûr, les mouvements féministes, première vague, donc c'est l'acquisition des droits électoraux pour les femmes, seconde vague, les questions voilà, d'autonomie par rapport à la sexualité, la contraception, etc. Puis bon, d'autres choses. Ça varie selon les pays. En Pologne, cette question du sacrifice et de la femme qui doit être mère, c'est la même, ça s'insère dans ce cadre de l'émergence de la nation moderne, mais dans un contexte encore plus particulier. C'est-à-dire que en fait, la Pologne, elle va cesser d'exister en fait entre 1795 et 1918, donc pendant 123 ans. La Pologne va être occupée par des puissances étrangères, l'Empire russe, la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Et en fait, le combat pour la nation en Pologne va être, pour l'indépendance de la nation, pour la reconquête de l'État polonais, va vraiment reposer sur cette idée que, sur de la résistance déjà, parce que des forces occupées, elles résistent contre les différents occupants, et que en fait la femme joue un rôle clé là-dedans, puisque c'est elle qui va devoir faire en sorte que des Polonais continuent de naître, qu'ils connaissent les mœurs polonaises, notamment la religion catholique, mais qu'ils connaissent aussi la langue, etc. Parce que je me permets, il faut aussi signifier, si je ne me trompe pas, dans les envahisseurs, donc, comme tu l'as dit, il y a eu les Russes notamment, qui eux sont orthodoxes. Oui, tout à fait. Et ça c'était très important. Et en Allemagne, plutôt des protestants, alors qu'en Pologne, c'était les catholiques. D'ailleurs, vous observez que dans l'histoire de l'immigration polonaise, il y a une forte immigration en France. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en France, notamment au XIXe siècle, un des porteurs de ce qu'on appelle le romantisme polonais, donc c'est vraiment tout un courant qui va être à l'origine du nationalisme polonais dit romantique, c'est-à-dire que c'est au moment où on a perdu la nation polonaise, on a perdu la Pologne, on est cette nation qui souffre vraiment historiquement parce que pendant sa période d'occupation, les différents occupants, il y avait vraiment cette idée que ils devaient être russifiés, germanisés, le culte chrétien, c'est relatif selon où on est, et donc c'est une population qui a énormément souffert, qui s'est rebellée au travers de plusieurs insurrections, de tentatives d'insurrection qui se sont soldées par un échec. Et donc on a Adam Mickiewicz, qui est un poète, dramaturge, en tout cas un écrivain polonais. C'est un peu le Dante, le Dante polonais, qui lui va émigrer en France en fait au 19e siècle et qui va vraiment, en fait c'est lui, mais pas que, ils sont plusieurs, porter ce courant de vraiment nationaliste polonais, de se dire que la Pologne souffre et tous les Polonais doivent s'unir et résister pour faire renaître cette nation, quoi. Et donc dans ce récit national qui se construit à ce moment-là, la femme va vraiment avoir un rôle central en tant que mère. Et donc on va avoir la figure qui s'appelle la figure de la mère polonaise, la Matka Polka, qui va émerger à ce moment-là et qui va vraiment s'enraciner dans la culture, au point aujourd'hui que ça a encore des conséquences, dans cette idée que la Matka Polka, elle doit se sacrifier en tant que femme pour sa famille, faire un maximum d'enfants, et elle va se sacrifier aussi en tant que mère parce que c'est elle qui va produire des fils pour la nation qui vont être envoyés sur le champ de bataille pour les insurrections, qui vont probablement mourir, mais pour faire en sorte que la Pologne continue de se perdure, quoi. Et d'ailleurs, l'hymne polonais qui a été composé, va commencer par « La Pologne n'a pas encore péri ». Donc il y a vraiment toujours cette idée que, on a voulu faire disparaître la Pologne, mais qu'elle s'est toujours rebellée et qu'elle a finalement fini par revivre, par renaître en 1918 à la suite de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a cette idée qui s'est forgée que la femme polonaise, la mère polonaise, c'était le sacrifice pour la nation et pour la famille. Vraiment, c'est comme ça que ça s'est ancré culturellement. Et tout ça dans une mythologie très très forte, très très fortement liée au christianisme, puisque cette mère polonaise, elle est inspirée de la figure de la Vierge Marie. Aussi dans cette idée que tu vas enfanter dans la douleur, mais tu dois le faire parce qu'il y a une mission vraiment qui t'est attribuée. Et d'ailleurs, ce courant nationaliste romantique fondé par Mickiewicz, on parle aussi de messianisme polonais. C'est vraiment cette idée que en fait, la Pologne a été désignée par Dieu pour accomplir un destin européen, notamment au niveau du christianisme, etc. Et que cette nation souffre tellement que c'est par elle que finalement les choses vont renaître. Et donc il y a toute cette mythologie aussi chrétienne, catholique qui va se construire et qui va ancrer dans l'imaginaire national polonais cette idée que la femme, c'est une mère qui se sacrifie. Alors, je vais faire une pause
une première pause, c'est juste. Je te prie de regarder derrière toi comment il est à Doha. On a le chat qui est venu s'installer juste derrière nous. Ah voilà. On va reprendre. Mais moi, forcément, j'étudie un univers littéraire. Je suis en train de casser le bureau. En fait, c'est juste poser dessus, c'est toujours la difficulté que j'ai. Okay. Mais j'étudie un univers littéraire, donc tu me parles de romantisme polonais, et un univers de dark fantasy, c'est quand même la dark fantasy, donc je sais pas si tu as la définition de la dark fantasy ou pas. Non. La dark fantasy, donc fantasy, tu vois. Mais plutôt trash, j'imagine. La dark fantasy, c'est un univers sans espoir. D'accord. Qui est populaire dans le monde slave, mais notamment en Pologne, enfin avec Andrzej Sapkowski. Et la question que j'ai, c'est est-ce que, j'ai l'impression avec quand j'ai lu comment m'a été présenté le romantisme polonais, les artistes que j'ai rencontrés grâce à toi, les artistes que j'ai rencontrés via ma thèse, Andrzej Sapkowski, quand je vois tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une lignée dans l'art polonais, une lignée autour de la souffrance, une lignée autour... est-ce que tu... Oui, tout à fait. Voilà. J'ai l'habitude de rire un peu avec ça, mais quand je suis arrivée sur le terrain, les Polonais sont très fiers de leur nation, et en même temps, si vous interrogez, ils se détestent tous entre eux. Et ils comprennent pas qu'on s'intéresse à eux, et voilà. Je trouve que le pays ressemble énormément à la France. La France, c'est la fille de l'église. Et on se déteste tous entre nous. Oui, après, j'avoue que même si je suis française, pour le coup, je connais mieux ces questions-là pour la Pologne. Mais, oui, c'est vraiment c'est ce qui fait passer du roman national, de l'imaginaire national, c'est vraiment celui de la souffrance. Et donc, ce que je disais quand j'arrivais en Pologne, et qu'on me disait, mais pourquoi tu t'intéresses à l'homme, pourquoi tu fais ça? Et je disais, pour rire, j'aime bien souffrir. Et les gens disaient, ah bah t'es au bon endroit pour ça. Et donc, c'est vraiment cette idée que oui, on souffre, on se sacrifie individuellement pour la patrie. Et donc, même s'il faut relativiser que tous les Polonais, c'est pas du tout un groupe homogène, mais je veux dire, en tout cas, dans la culture ancrée qui est héritée de cette histoire-là, la question de la souffrance, du martyr, vraiment comme ce qu'on peut retrouver, finalement, ce qu'on retrouve dans l'imaginaire chrétien, est très, 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 très proche. Et donc au niveau de l'art féministe polonais, il y a eu vraiment cette idée de cette récupération, de cette idée de la souffrance, du sacrifice, notamment par rapport aux femmes, et de montrer aussi toute cette violence, et de se la réapproprier aussi pour créer de nouveaux imaginaires. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent en Pologne, bien sûr, cette idée de la souffrance, parce que au-delà de ces 123 ans de disparition de l'État polonais, il y a eu la Seconde Guerre mondiale où la Pologne a été partagée entre l'Allemagne nazie et la Russie de Staline. Ça a été vraiment terrible. Je veux dire, c'est une des nations qui a le plus souffert au niveau des pertes pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça c'est les Juifs polonais, c'est encore... Mais en tout cas, bien sûr, ça se passe sur le territoire polonais, mais voilà, c'est une nation qui a énormément souffert à ce moment-là et qui finalement... il y a un peu ce mythe qu'on retrouve dans d'autres ex-pays satellites de l'URSS, que les Russes sont arrivés pour libérer la nation polonaise. Bon, c'est vraiment une autre histoire qui s'est passée en pratique. Et il y avait vraiment aussi cette idée que finalement le régime communiste qui a été imposé en Pologne après la guerre jusqu'en 89 finalement était étranger à la nation polonaise. Bon, ça c'est ce que disent les nationalistes. En pratique c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, du côté de la partie occupée par les soviétiques, les élites polonaises dirigeantes, les élites intellectuelles ont été décimées. Et quand les Polonais qui étaient à Varsovie ont décidé de lancer une grande insurrection en 1944 contre l'Allemagne nazie, contre les occupants nazis, ça a été... je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un... merci à Quantum of Solaces pour le follow, c'est très gentil. La Pologne rapporte des followers. Je n'ai jamais eu... Bonjour. Je n'ai jamais eu autant de personnes qui ont bat le record parce que en un live, j'avais eu maximum une personne qui avait suivi, et là, c'est la première fois qu'on en a deux. Mais ça me flatte beaucoup. Merci. Mais donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, donc la Pologne qui s'est fait occuper de part et d'autre avait un mouvement de résistance très très important, just English. Je peux faire un peu des deux, mais... Non, on va faire en français, mais malheureusement, ça va être compliqué.
à un moment, les Polonais ont décidé de lancer une grande insurrection contre l'occupant nazi à Varsovie en 1944. Ça a duré 63 jours. Ça a été impressionnant d'actes d'héroïsme, de patriotisme, etc. Mais ça a été une boucherie. Enfin, Varsovie a été détruite à 90%. Il y a eu énormément de viols, de tortures, enfin tout ce qu'on peut imaginer de ce qui se passe pendant une guerre à ce moment-là. Et en fait, ils sont lancés dans cette insurrection, mais elle était quasiment perdue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est héroïque et incroyable qu'ils aient pu tenir 63 jours, mais ils ont fini par être écrasés. Et ce qui est, en fait, pourquoi je parle de ça par rapport aux soviétiques, etc., c'est qu'en fait, au moment de cette insurrection, elle a été lancée parce qu'on savait que les troupes soviétiques qui avaient rompu, enfin à partir du moment où on a rompu le pacte germano-soviétique, donc les Russes se sont mis aussi contre l'Allemagne nazie, ont rallié les Alliés, en fait étaient aux portes de la Vistule, qui est le fleuve qui borde Varsovie, qui traverse même Varsovie, et donc on s'est dit, très bien, on lance cette insurrection et les Russes vont venir nous soutenir et on va mater les nazis et on va récupérer notre Varsovie, notre Pologne, etc. Il se trouve que les Russes ont attendu que les Polonais se fassent massacrer et qu'ils affaiblissent les forces occupantes en même temps, parce que bon, ça a été, les deux ont pris cher, mais il y a eu 200 000 morts du côté, c'était terrible. Et donc il y a vraiment ce truc de, en fait, les Russes ont attendu qu'on se fasse massacrer et que les Allemands aussi prennent un coup avant de rentrer dans Varsovie pour libérer la ville. Et donc, et ensuite ils ont installé leurs élites, etc. Et il y avait des élites communistes polonaises, bien sûr, mais donc il y a vraiment cette idée que finalement, on s'est retrouvé avec ce régime communiste qu'on nous l'a imposé et que malgré la résistance, ce n'était pas possible. Et ensuite, le régime s'est mis en place et ce régime, c'était un régime qui était anticlérical, comme la doctrine marxiste, soviétique, communiste, etc., qui était pas du tout religieuse. Et donc il y avait vraiment cette idée que pendant toute cette période, en fait, c'était pas la culture polonaise parce qu'on était contre la religion, contre toute une série de choses. Et donc ça a été aussi vécu comme un énorme traumatisme qui a duré. Maintenant, il y a plein de choses à relativiser. Cette période a aussi apporté des choses très importantes d'un point de vue notamment d'égalité homme-femme. Donc bon, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment cette idée dans la mythologie nationale polonaise que finalement de la disparition de l'État jusqu'à 89, ça a été que souffrance, et la Pologne est un phénix qui renaît de ses cendres, et voilà quoi. Et une des raisons, j'en profite puisque je parle de ça là, mais qui fait que l'avortement a été interdit, et toute cette histoire par rapport à l'église, et que finalement la population a fini par tolérer, accepter ça, c'est qu'il y avait aussi toute une sorte de propagande, notamment des sphères chrétiennes et nationalistes de l'époque, pour dire que en fait la légalisation de l'avortement et tout ce qui s'est passé, tous les droits qui ont été acquis par les femmes lors de la période communiste étaient anti-polonais, quoi. Et donc le fait qu'on ait légalisé l'avortement, c'est pas du tout, ça fait pas partie de la culture polonaise. Ça, c'est ce qui revient beaucoup quand on lit tout ce que tu retraces, tous les discours nationalistes. C'est vraiment un truc qui revient, cette histoire de mais il faut rester, entre guillemets, il faut rester polonais. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les nationalistes, et bon là après il y a différents courants nationalistes, mais on va dire que celui qui est porté par le PiS aujourd'hui est encore plus à droite que le PiS, c'est cette idée qu'en fait la nation polonaise, c'est une nation catholique, et qu'elle repose, l'identité polonaise, elle repose sur la famille traditionnelle catholique hétérosexuelle patriarcale, et donc tout ce qui va remettre en cause en fait ce modèle-là va être considéré comme anti-polonais. Bon, ce qui est bien sûr une construction idéologique, et dans les faits ce n'est pas le cas. Même l'idée que la Pologne soit 100% catholique, c'est aussi une construction historique, et donc on peut remettre ça en cause, mais donc tout finalement, tout ce qui va remettre en cause ce modèle-là va être qualifié comme l'ennemi de la nation, quelque chose qui n'est pas polonais, et ça va être utilisé en fait pour contrer toute une série de combats liés à l'égalité des droits et aux questions de genre plus largement. Mais, et du coup, je vais faire une transition, ça c'est bien, mais avec, tu décris donc cette situation de la femme, tu décris cette situation, cette vision patriarcale de la société polonaise, du moins dans la manière dont elle est vue par les nationalistes, et même si
je ne sais pas si on peut dire qu'elle l'est de manière plus générale aussi. Oui, alors oui, par contre, ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de la droite chrétienne, des nationalistes, etc. Si on parle des élections de 2023 et de ce qui a suivi, et de même l'année 2025, il faut aussi bien comprendre que c'est comment dire, même parmi des camps dits plus progressistes, il y avait quand même cet imaginaire-là chrétien très dominant, et que par exemple le camp libéral de Donald Tusk ou bien d'autres formations politiques finalement adhéraient à ce scénario-là et n'ont jamais été pour le droit à l'avortement. C'est comparable à ce qu'on appelle les chrétiens démocrates en fait. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et même la gauche... Qui pour les... Je me permets, après je te laisse aller. Pour les Français, c'est sûr, c'est un peu compliqué. Chez nous, ça a bien diminué la question de chrétien démocrate. Mais ça revient. Ça revient. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, cet imaginaire-là, il était vraiment répandu globalement, que c'était pas juste l'extrême droite et les nationalistes qui voulaient ça, c'était que c'était globalement admis. Et même la gauche qui, dans la suite, lors de la transition dite démocratique post-communiste, a eu l'occasion au moment de revenir au pouvoir et qui était, elle, en faveur du droit à l'avortement, qui a essayé de le rétablir, etc. Au moment, en fait, de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, en 2004, c'était la gauche qui était au pouvoir. Et là aussi, on dit que, enfin en tout cas ça a été justifié comme ça, qu'il fallait un soutien de l'Église à ces projets d'adhésion européenne pour que la population adhère à cette adhésion. Adhère à cette adhésion, enfin à l'accession on a l'idée. à l'Union européenne. Et donc l'Église a exigé des garanties, elle a dit ok, on veut bien soutenir ça et faire en sorte que ce message-là passe dans la société, mais par contre on veut qu'il y ait une annexe qui soit rajoutée au rapport d'adhésion, qui est qu'en matière de droits reproductifs, d'égalité des genres, etc., ce soit une compétence exclusivement polonaise et donc que l'Union européenne n'ait pas à nous dire ce qu'on doit faire à ce niveau-là. Et la gauche qui portait ces combats-là a dit ok. Et donc en Pologne, les féministes parlent souvent d'un pacte pardon, le mot ne revient plus maintenant, mais en tout cas d'une alliance entre le trône et l'autel et d'un pacte de non-agression avec l'Église. Voilà, c'est vraiment les mots qui sont employés pour dire que en fait, les élites politiques, quelles qu'elles soient, ont fini par capituler devant l'Église parce que l'Église était une force tellement importante au niveau politique et moral dans le pays, etc., qu'il fallait s'y plier si on voulait avoir une chance de se maintenir en politique. Et donc c'est ce qui a causé, bien sûr, toutes ces années de lutte très compliquée au niveau féministe et surtout un décalage entre des aspirations de la société et les gouvernants, les gouvernements. Et c'est ce qui a... Les cartes ont été un peu rebattues donc, au moment de ces manifestations de 2020-2021, avec Donald Tusk qui, historiquement, va décider que son parti allait soutenir cette légalisation, alors qu'il est l'héritier des forces politiques qui ont abouti à ce dit compromis. Mais bon, la suite de l'histoire montre que les choses continuent de se répéter à ce niveau-là, donc bon. Voilà, je voulais revenir sur le fait que c'est toutes les formations politiques qui ont eu ce genre d'opinion, quoi. Voilà. Et du coup, moi, je vais aller sur vraiment ton travail et ce terrain que tu as effectué. Il y a une question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment ça se fait? Parce que je t'ai entendu dire lors de ta soutenance que ça t'avait donné un avantage d'être une femme, ce qui, en fait, je vais faire le gros cliché, se voit de manière plus simple pour quand tu es allé étudier les mouvements féministes, on le visualise plus facilement, le fait que ça soit un avantage, mais tu as dit que c'était aussi le cas pour les camps, on va dire, les camps anti-avortement, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est un avantage, en quoi c'est un avantage? Bon, alors de manière générale, quand on fait du terrain et qu'on s'insère dans des groupes, il y a des groupes parmi lesquels il est plus facile de s'insérer. Les gens, en fait, vous avez besoin que les gens vous fassent confiance. Ce qui est normal, puisque vous arrivez, vous pénétrez un peu sur leur territoire, ils vont vous confier des choses et il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire et quelles sont les intentions finalement qu'on a en tant que chercheur sur ces terrains-là. Bon, du côté féministe, c'est sûr que le fait d'être une femme, les acteurs et actrices de terrain vont supposer que vous êtes acquis à leur cause et donc c'est un peu plus simple. Du côté anti-féministe, c'était
aussi un atout d'une certaine manière. La première chose, c'est que ces mouvements vont vraiment chercher à se légitimer et à montrer qu'ils sont aussi en faveur des femmes. Alors ils ont leurs arguments pour montrer que finalement c'est peut-être eux les plus féministes, même s'ils se revendiquent absolument pas féministes. Et donc ils vont bien traiter une femme qui arrive chez eux, parce que sinon ça va juste légitimer toutes les critiques qu'on leur fait. Donc ça, voilà, c'est déjà ça. En plus, en venant d'un pays dit de l'Ouest, il y a cette idée que voilà, on va pouvoir aller exporter notre combat et le légitimer en dehors de la Pologne aussi, donc c'est des relais importants. La deuxième chose, c'est que on est dans un système patriarcal avec des normes sexistes de genre patriarcal, et donc on va supposer que finalement, en tant que femme, je vais pas avoir, que je vais pas être là pour semer le bazar, que je vais pas avoir des mauvaises intentions, on va un peu supposer une forme de, je sais pas moi, de naïveté, qu'on peut me faire confiance, et puis que de toute façon j'ai dit que je venais dans ces mouvements-là pour m'intéresser aux femmes antiféministes, et donc c'était plus facile pour moi d'accéder comme ça que si j'étais un homme qui va traiter de ces questions d'avortement. Enfin voilà, c'est globalement ce qui m'a semblé être un accès facilité pour moi en tant que femme dans ces pays, dans ces terrains-là. Après, le seul déterminant femme ne suffisait absolument pas. Il fallait être plus que ça. On comprend bien. Si jamais vous avez des questions en ligne, vous n'hésitez pas, vous pouvez les poser, on s'interrompra, on lira vos questions, il n'y a aucun problème. Très bien, donc tu as mené ce terrain sur 2 camps. Ouais. Enfin, ce qui peut paraître assez... Enfin, ils étaient au courant que tu faisais ce terrain dans les 2 camps ou pas? Des 2 côtés? Alors. Arrivons au problème. Oui, parce qu'il y a eu des problèmes. Oui, moi c'est ce qui m'intéresserait. J'entends parler de beaucoup de problèmes autour de ça et j'ai encore jamais osé poser. Si jamais il y a des choses que tu ne peux pas dire, tu n'hésites pas. Tu as le droit de dire là, on peut pas. Oui, je peux dire les choses. Voilà, après je resterai peut-être évasive, mais j'ai pas de souci à parler de ma démarche. C'est aussi ce qui fait partie du métier de chercheur et qui est bien d'expliciter. Alors, du côté féministe, elles étaient plus ou moins au courant parce que je leur avais expliqué que moi j'avais envie de m'intéresser à ce qui se passait en face, et surtout comme ce sont 2 terrains qui se confrontent et qui sont souvent aux mêmes endroits quand il se passe des événements liés à la question de l'avortement, j'avais peur que si elles me trouvent de l'autre côté, elles se disent non mais elle nous a trahis, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, c'est vraiment les enjeux politiques sont tellement importants et tellement forts, la polarisation est tellement importante que il faut qu'on puisse avoir confiance en vous. Donc voilà, du côté de mes actrices de terrain féministes, certaines étaient au courant de ma démarche. Du côté anti-féministe, c'était un peu plus compliqué. Comme je vous l'ai dit, on est sur des terrains très très polarisés et au niveau politique, ça va vraiment loin. Donc, c'était selon moi pas possible de pouvoir intégrer ces milieux-là. Mais quand je dis intégrer, c'est vraiment on va rentrer dans une organisation, faire partie en tant que bénévole, etc. C'est pas juste aller l'observer, ça, je pouvais rester moi-même, ça changeait pas grand-chose. Il fallait que ces groupes puissent me faire confiance aussi. Je n'ai pas menti sur mes intentions, je me suis présentée, je suis chercheuse, je travaille sur les mouvements anti-avortement, notamment sur la place des femmes dans ces mouvements-là et dans le combat plus généralement anti-avortement. On va dire que je n'ai pas dit que je faisais aussi du terrain chez les féministes, parce que c'est vraiment, franchement, c'est vraiment des mots du terrain de dire qu'on est dans une guerre. Donc quand on est dans une guerre, on a des ennemis, et donc si je pouvais représenter une quelconque menace en parlant du camp adverse, etc., l'idée qu'une chercheuse, qu'un chercheur puisse être parmi eux de manière totalement neutre et être là juste pour observer ce qui se passe, ne pas juger, c'est quelque chose qui n'est pas concevable pour ces groupes-là, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. On est face à des militants. Voilà, on est vraiment face à des militants, et eux, ils sont en guerre idéologique, et donc s'ils ont des gens qui viennent chez eux, ça doit être des alliés et pas quelqu'un qui va semer le trouble, ou en tout cas faire de l'espionnage ou je ne sais quoi, ou être là pour mettre le doigt sur ce qu'ils n'ont pas forcément envie de montrer aussi, toutes ces choses là. Donc j'ai fini par... j'expliquais que moi j'étais chercheuse, que je faisais ci, etc. Oui, je suis une femme. J'ai précisé que j'étais catholique, parce que c'est aussi inconcevable pour ces personnes que vous puissiez être parmi eux si vous ne partagez pas cette confession. Alors c'est pas un mensonge non plus, parce que j'ai été baptisée, par contre je suis pas du tout pratiquante, et Ce n'est pas un mensonge, c'est une
Un contournement. Voilà, c'est ça. Et puis je les ai laissés croire voilà, à ma sympathie pour ce qu'ils faisaient. Après, voilà, moi j'étais vraiment pas là pour, même si j'ai bien sûr mes opinions, mais je suis moi-même pas militante. Et donc voilà, c'était une porte d'entrée d'aller chez eux, et donc eux, je ne leur ai pas dit que je faisais du terrain ailleurs, mais ça a fini par se savoir, et on m'a gentiment remercié, et je n'ai plus pu faire de terrain au sein de ces groupes. Il y a quand même un moment où du coup tu n'as plus... Non. Ouais. Parce que voilà, j'avais un peu naïvement aussi dans l'idée que voilà, moi je leur ai dit, je suis chercheuse, je suis là pour voir ce qui se passe. En anthropologie, il y a vraiment une méthode qu'on emploie, c'est celle qu'on appelle l'observation participante. Ça veut dire que on s'insère dans des groupes, comme je vous l'ai dit, et on participe directement à ce que font nos enquêtés. C'est-à-dire que moi c'était des militants anti-avortement, et j'allais au rassemblement anti-avortement, on me demandait de prendre la parole, je prenais la parole, on me demandait de distribuer des tracts, je distribuais des tracts. Mais tu prenais la parole publiquement du coup. Oui. c'est ce qui est fou. Enfin, comment en face, si tu le prends publiquement, en face il le voit. Oui, mais en face, je veux dire, c'est sur les réseaux aussi anti-avortement, je suis pas sûre qu'elles passent leur vie à regarder ce que font les pro-life, etc. Les féministes, je veux dire. Mais oui, il y a eu des choses publiques, et c'est vrai que j'ai été très mal à l'aise avec ça, mais moi j'étais dans cette idée que, c'est ma position à moi, il y a d'autres chercheurs qui ne conçoivent pas du tout le terrain comme ça, mais en tout cas, moi j'avais envie de traiter ces deux camps politiques sur un pied d'égalité, et donc ce que j'avais pu faire chez les féministes, je voulais faire la même chose chez les pro-life, parce que j'avais dans cette idée que voilà, moi je veux comprendre pourquoi ces gens pensent ça, comment ils en arrivent là, comment ça fonctionne, etc. Donc vraiment, c'est vraiment de l'immersion. Et donc on essaie de se mettre un maximum à la place des gens sur lesquels on enquête. Et donc ça implique toute une série de choses. Alors c'est vrai que pour des idéologies d'extrême droite et pour des propos qui vont heurter ma sensibilité, voire même le cadre légal, puisque il y a des choses que j'ai été forcée de dire en public, qui je pense, je le dirai ici, c'est totalement répréhensible. Donc ça a été très compliqué, mais il y avait cette idée aussi que si je commençais à refuser certaines choses qu'on me demandait, alors j'allais être suspectée d'être une ennemie, de trahir, etc. Et donc j'ai joué le jeu, mais ça a fini par ne plus marcher, donc voilà. Alors on a une question de Paminiou. Petite question, en France et en Belgique, il y a des groupes qui se revendiquent féministes tout en véhiculant des valeurs d'extrême droite, type Némésis. Est-ce que vous avez pu voir dans votre terrain ce type d'utilisation du terme de féminisme, où les groupes s'en revendiquant sont-ils tous libéraux ou de gauche ? Alors, le terme féministe en lui-même, il ne va pas être revendiqué par des groupes militants, des formations politiques d'extrême droite. C'est vraiment pas un terme qui va être récupéré. Par contre, le combat en lui-même va être récupéré. C'est-à-dire que, bien sûr, dans les diverses organisations pro-life et droite conservatrice que j'ai pu fréquenter, il y a cette idée que... déjà, les femmes sont parmi les militants les plus nombreux dans ces organisations. Parmi les militants pro-life, c'est majoritairement des femmes. On va avoir des justifications qui vont être pro-femmes, c'est-à-dire anti-féministes, on se revendique contre le féminisme, mais pour les femmes. En fait, ce qu'elles vont critiquer, c'est une forme de féminisme qu'elles considèrent comme le féminisme dit moderne. En fait, pour elles, le féminisme, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la vision catholique de l'ordre des genres, c'est-à-dire tout ce qui va remettre en question la famille traditionnelle, un homme, une femme, le mariage et les enfants. Et que les identités de genre sont figées, c'est naturel, tout ce qui est considéré comme étant biologique. Donc elles s'opposent au féminisme dès que le féminisme remet ça en question. Bon, ce qui est le cas souvent, le principe même de voilà. Elles vont considérer elles sont contre le féminisme en disant que si elles sont contre le féminisme, c'est parce que ce féminisme en fait va nuire aux femmes. Alors, en quoi, selon elle, le féminisme va nuire aux femmes ? Parce qu'elle considère que les identités de genre étant biologiques, naturelles, c'est le rôle de la femme d'être mère, d'être avec un homme, d'avoir des enfants, etc. Et tout ce qui va remettre ça en question va être antinaturel, va forcément faire du mal à la femme, que ce soit au niveau de son corps, mais au niveau de sa vie, etc. Et donc elles vont dire que nous, on défend les vraies femmes, contre ces idéologies qu'elles considèrent comme perverses, malsaines, etc. Donc c'est à ce niveau-là qu'elles vont se revendiquer peut-être du côté des femmes, mais en s'opposant vraiment
au féminisme. Et si je peux me permettre, elles ont une vision qui n'est pas juste de ce qu'est le féminisme, quoi. C'est du J.K. Rowlingisme un peu. Oui, ça participe de ça, effectivement. Oui. Mais c'est vraiment ancré dans cette idée que biologiquement, dit naturellement, les hommes et les femmes sont comme ça, et que tout ce qui va changer ça, alors c'est contre nature. Et donc c'est mauvais. Donc il y a plein de femmes qui vont s'engager et c'est lié bien sûr à leur en Pologne en tout cas vraiment à leur foi catholique. On va un peu entrer dans ta thèse parce que, alors, comme je t'ai dit, dès le début, je trouve qu'on est saisi quand on la lit, notamment sur... Le premier jour. Alors, oui, déjà, il y a le premier jour. Alors, c'est vrai, j'allais pas aller sur ça, mais on va commencer par ça. Okay. Je me permets... Alors, le jour où ça sera publié, si un jour c'est publié... C'est prévu. C'est prévu. Et je vous le ferai suivre. Déjà, moi, je l'achèterai. Et je vous le ferai suivre. Je vous ferai passer le lien. Et pour ceux qui sont intéressés, vous irez. Mais il y a des besoins d'anonymat. Oui, je dois réécrire le manuscrit pour qu'il soit publiable. Mais... Voilà, et c'est pour ça que moi aussi, dans mes questions, j'essaie de faire très attention. Parce que, alors, il y en a qui ici me connaissent personnellement et savent que je suis un boulet. Et j'évite de faire des bêtises. J'ai été mon propre boulet à la soutenance, si je peux me permettre. Oui. C'est très difficile, l'anonymisation. Voilà, c'est ça. Je suis complètement d'accord, l'anonymisation, c'est un enfer. Personnellement, c'est une question... Alors, ensuite, promis, on va aller sur la thèse, mais c'est une question que je me suis fortement posée. Je me suis dit, au départ, c'est chouette, ils ont des pseudos en ligne, puis je me suis dit, mais en fait, du coup, ils peuvent être retrouvés d'autant plus facilement. C'est une catastrophe, en fait. C'est un vrai casse-tête, mais c'est très important. Pour les personnes sur et avec lesquelles on travaille, et pour soi-même aussi, quoi. C'est tout un processus éthique. Voilà. Mais j'ai une petite technique, c'est qu'il y a des générateurs de noms de The Witcher. Ah, de The Witcher, parce que moi j'en ai un, même pour les noms, juste pour les Oui, mais vu que moi c'est une thèse The Witcher, je prends un nom générateur utilisé pour les jeux de rôle sur table et je vais utiliser ça et chacun aura un nom tiré de The Witcher. Et sympa. Ça fera des noms imbuvables, mais on va les reconnaître. Le jour où il va y avoir Jarundrael, lui tu le reconnais. Mais du coup, effectivement, dès le premier jour, je me permets, mais il y a un mort. Ouais. On commence par le décès d'une femme. Alors c'est une grosse affaire, donc je ne sais pas si on peut dire le décès de la femme, on peut le dire, c'est arrivé. Donc, voilà. Donc de Agnieszka de Częstochowa. Ouais. Mais j'imagine que ce n'est pas le seul décès. Non. Et pourquoi ce décès-là, mis à part le fait que tu l'as vécu, pourquoi ce décès-là a été particulièrement marquant ? Alors, ce décès-là, il a été marquant parce que, prioritairement parce que moi c'est ce qui est arrivé le jour de mon terrain, je vais revenir là-dessus, mais c'est pas l'unique cas et c'est pas le plus emblématique si je peux me permettre. Je vais recontextualiser un petit peu, mais donc en octobre, le 22 octobre 2020, donc il y a cette cour constitutionnelle qui légifère, qui statue sur cette question de l'avortement. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette interdiction de l'avortement en cas de malformation grave et irréversible du fœtus, elle va en fait en pratique donner lieu à un accès impossible à l'avortement légal dans les hôpitaux. C'est ce que tu dis, je crois que c'est 98% oui, des avortements. C'est interdire 98% des avortements légaux pratiqués à l'hôpital. Parce que quelque chose que... Eh bien, bonjour à Saged Levray, merci beaucoup pour ton follow. Une petite précision, je sais que ça fait beaucoup de choses, c'est très complexe mais bon, c'est important. En fait, en Pologne, la loi est un peu particulière au niveau de l'avortement, c'est-à-dire qu'une femme seule qui se procure des pilules abortives ou qui avorte d'une autre manière, seule, elle a le droit d'avorter. L'avortement n'est pas criminalisé pour soi-même, etc. En fait, ce qui est criminalisé et ce qui est interdit, c'est l'aide à l'avortement. Donc c'est toute personne qui va en fait permettre que l'avortement ait lieu, donc ça peut être des médecins, et ça peut être des militants qui fournissent des pilules, tout ce qui va, des pilules, des militants ou même des proches, etc. Donc c'est vraiment l'aide à l'avortement qui est pénalisée. Et donc avec cette interdiction de l'avortement en cas de malformation grave et irréversible du fœtus, pour simplifier, c'est
tous les avortements où on apprend au cours de la grossesse que finalement le fœtus n'est pas viable ou bien une maladie génétique très grave, ou s'il va naître, on sait qu'il il va même pas survivre une journée, ou bien dans 6 mois ce sera fini. Enfin bon, des cas extrêmement sévères, ou même des cas pas forcément sévères, mais je veux dire par exemple des cas de trisomie, etc. Ça va plus être possible d'avorter dans un contexte médical, en tout cas aidé par un médecin, alors que c'est souvent aussi des grossesses qu'on interrompt parce que en fait la santé de la femme est en danger. Et en fait il y a tout un litige par rapport à ça. Parce que, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait 3 cas à la base qui étaient possibles, dont un pour la mise en danger de la santé de la vie de la femme enceinte. Et il se trouve que les médecins, normalement, sont tenus, donc, quand la vie de la femme enceinte est en danger, de procéder à un avortement pour sauver la mère. Sauf que depuis ce changement législatif en particulier, donc en 2020, beaucoup de médecins en fait ont peur de représailles et ne veulent plus pratiquer d'avortement, sauf si vraiment, la femme, on est sûr qu'elle a l'article de la mort, alors là on va faire quelque chose, mais dans ce cas-là on pourra revendiquer que sa santé était en danger et donc c'est bon. Ça va pas être considéré comme un avortement parce que le fœtus est malade, donc voilà. Et il se trouve que 1 an après l'interdiction de ce type d'avortement, il y a une femme enceinte qui s'appelle Isabella Saibor qui avait 30 ans et qui était enceinte, est décédée d'une septicémie à l'hôpital parce que les médecins ont attendu le dernier moment pour pratiquer un avortement. Sauf que cette grossesse menaçait sa santé et du coup elle est décédée comme ça. Et ça a provoqué une onde de choc pas possible en Pologne évidemment. Déjà on y a vu une conséquence directe de ce qui s'est passé, de ce changement législatif, mais aussi un problème au niveau de la responsabilité des médecins, parce que il y a eu un procès, etc. Et donc maintenant il a été acté qu'en fait, indépendamment du contexte législatif, les médecins auraient été tenus de prioriser la santé d'Isabella et auraient dû la sauver et non pas voilà. Si vous voulez aller vous renseigner sur le cas, parce que c'est une histoire très très difficile et complexe, donc vous pouvez aller sur internet voir Isabella de Pszczyna. C'est difficile à écrire, à prononcer. Je vous avoue que même le nom, je vais essayer de le retrouver. On peut peut-être. Je peux l'écrire s'il faut. Mais c'était avec un Z ou oui, un S? Avec un Z. Donc Isabella Saibor. Et c'est là le nom de la ville, septembre 2021. Elle a fait un choc septique. Je vais copier le. Le problème c'est que je suis pas à la souris, je suis au pavé. Enfin, au pavé, oui, vous avez compris. Enfin, tout ça pour dire que le cas de cette femme de 30 ans a vraiment déclenché une onde de choc par rapport à... En fait, c'était la réalité concrète de ce changement législatif. Qu'est-ce qui se passe c'est bien beau de faire des lois comme ça, mais en pratique, des femmes meurent dans les hôpitaux parce qu'elles ne reçoivent pas l'avortement dont elles ont besoin. Et là, il s'agissait de femmes qui... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des femmes qui recouraient à ce type d'avortement, c'est des femmes qui désiraient leur grossesse, qui voulaient un enfant et qui, par les circonstances, préfèrent avorter ou bien en ont besoin simplement pour leur vie, pour leur santé, etc. Et donc, quand il y a eu ce cas, il y a eu au niveau politique, ça a été assez terrible, où il y a bien sûr beaucoup d'instrumentalisation de part et d'autre des partis, mais notamment le président de la République de l'époque, Andrzej Duda, du PiS, qui a dit que c'était bien beau de mettre l'emphase sur la femme qui est morte, mais que personne pensait à l'enfant qui était mort dans cette histoire. C'est ce qui ressort de beaucoup de discours, et même moi, ce qui me marque, c'est qu'au bout d'un moment, même quand il s'agit des médecins qui parlent, oui, on a la sensation, parce qu'on y arrivera aussi, je ne sais pas de quoi on aura encore le temps de parler, mais même les médecins ont l'air de plus parler de l'enfant que de la femme qui est morte, d'un enfant qui aurait pu... et d'un enfant qui n'était même pas encore au stade d'enfance. C'est là où je veux... Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'enfant est même pas vraiment conçu, quoi. C'est des cellules, je veux dire, voilà, les débuts de grossesse. Ça aurait pu être évité et on est sur... même les médecins parlent plus de l'enfant, c'est fou. Ça, c'est vraiment un impact direct de la culture dans laquelle on baigne ici.
cette idée dans l'imaginaire que de toute façon la femme se sacrifie pour sa famille, pour l'enfant, pour la patrie, etc. Et donc oui, il y a tout cet imaginaire-là, et aussi l'influence de l'Église catholique, comme je vous en parlais lors de la transition démocratique. C'est vraiment que l'Église va commencer à légiférer, à imposer ces codes éthiques, notamment du point de vue médical, c'est-à-dire que la bioéthique religieuse va primer par rapport parfois à la scientificité de ce qui se fait, et vraiment l'éthique catholique va être appliquée, et donc ça va poser... Alors c'est bien sûr pas... Il ne s'agit pas de stigmatiser la religion catholique non plus, hein, bien sûr, mais... c'est pas non plus... Puis comme tu l'as dit, il y a les chrétiens démocrates, il y en avait... Voilà, il y a tout type de tendances et de croyances aussi, mais disons que voilà, dans la culture de manière générale, on va avoir... C'est très très imprégné, ce patriarcat de religion, de dogme catholique, et donc les médecins aussi qui ont été formés à ce moment-là, il y a toute une série de choses qu'ils n'ont pas apprises, parce que dans les facs de médecine, on n'allait pas apprendre à pratiquer un avortement, en tout cas avec les méthodes les plus modernes, etc. Et puis voilà, il y a toujours cette idée que oui, mais la femme de toute façon elle est faite pour enfanter, donc c'est comme ça. Et alors là voilà, dans ma thèse bien sûr je parle de cas très spécifiques et de certains médecins. Il y en a qui sont plus il y en a qui veulent procéder à des avortements, il y en a qui militent aux côtés des féministes, donc voilà, encore une fois il ne faut pas généraliser, mais c'est vrai que oui, il y a un gros problème de patriarcat au niveau du pouvoir médical, et d'ailleurs les militantes, c'est un peu particulier parce qu'elles sont très en colère évidemment par rapport à la loi, mais elles disent le problème c'est qu'en fait les médecins ne respectent même pas la loi telle qu'elle est aujourd'hui, qui dit qu'on doit faire primer la vie de la femme enceinte. Donc ça pose toute une série de questions et de scandales. Et donc bref, quand je suis arrivée sur mon terrain, vraiment le premier jour où j'ai rejoint une organisation féministe, on m'envoie un message et on me dit voilà, tu peux venir plus tôt parce qu'il y a eu un nouveau décès à l'hôpital. Et ça c'était quasiment... c'était 9 mois après le décès d'Isabella. Le premier jour, voilà, on m'annonce que Agnieszka Częstochowa, elle aussi la trentaine, enceinte de jumeaux, est décédée, elle a fait un choc septique. Et on soupçonne que c'est une histoire d'avortement auquel elle n'aurait pas eu droit, etc. Et donc c'est tout un drame qui va permettre de penser un peu la situation et de cette imbrication de le problème de la loi, le problème de l'Église, le problème des médecins, et comment les militantes aussi là-dedans se repèrent, et comment on milite là-dedans, et qui dit quoi, comment, quoi. C'est un peu ça. Et là, on va partir sur toi. Comment, à ce moment-là, en tant que chercheur, mais en tant que personne, comment on me pose cette question? Parce que j'ai des terrains moins violents. Alors, moins violents. En ligne, bien sûr, vous le savez, mes terrains peuvent parfois peut y avoir des propos extrêmement violents, bien sûr. Mais ils sont tout de même majoritairement moins violents. Mais comment... Qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? C'est-à-dire, en même temps, c'est un mort, mais en même temps, pour ta thèse, oui, c'est fantastique. C'est un peu, c'est ça. On se sent, comment dire, il y a une partie de moi où je me disais, c'est génial, dans le sens où il se passe quelque chose de très important pile au moment où je suis là, donc je me dis, c'est important que je sois là à ce moment-là, c'est vraiment super pour mes données, pour comprendre ce qui se passe. Et donc c'est très culpabilisant aussi d'avoir ce genre de pensée, parce qu'on se dit mais je suis un monstre, je veux juste profiter de cette situation. Mais c'est pas le cas vraiment, et d'un autre côté c'est juste tragique, parce que moi à titre personnel j'étais assez éloignée de la question de l'avortement, etc. J'ai pas trop été confrontée à ça, et j'étudiais la Pologne de mon côté, mais bon j'y étais pas encore pleinement immergée, et puis voilà. Et là, d'un coup, on arrive et on se dit « Ah oui, moi, en fait, je monte un projet de recherche, je réfléchis à toutes ces questions, et là, il y a la réalité concrète du terrain, comment ça se passe dans la vraie vie quand l'avortement est interdit, et que... comment ça se passe pour des femmes qui sont confrontées à cette législation, et on se prend une grosse claque, et c'est vraiment, je me dis... c'est vraiment cette idée que mon terrain maintenant il devient très très palpable, et ma question de recherche devient très importante, parce que elle a des conséquences concrètes, directes sur la vie des gens qui m'entourent, quoi. Et donc ça c'était vraiment très dur. Et aussi c'est un cas où on a reçu la famille de cette femme, et c'était terrible, il n'y a pas de mots. Et toi, je crois que tu as pu leur parler après.
très... Alors moi, j'ai pas parlé à la famille. Non, là, pas à la famille. Ouais. Non, c'est les mal militants là où je travaillais, mais non, la famille, enfin voilà, on m'a permis d'être là, d'observer ce qui se passait, de prendre des notes, etc. Mais c'était vraiment très malvenu et j'étais très mal à l'aise aussi même à l'idée de prendre des notes, etc. dans cette situation. Oui, donc non, il y a quand même enfin voilà, respecter le fait que bon, on m'autorise à être là, mais je fais comme si j'étais pas là, quoi. On est vraiment, enfin c'est des drames, des tragédies qui arrivent à des personnes et on est témoin de ça et donc on prend toutes les précautions et voilà, j'ai connu pas du tout dans le même ordre de grandeur, hein. Vraiment, je le redis, moi, à chaque fois que Julia me parlait de chaque fois que tu me parlais de ta thèse, etc., j'étais très très humble et je me fais tout petit parce que autant il y a des choses, en fait, il y a des liens. C'était ce qui était fou, c'est qu'à chaque fois je voyais des liens autour de ce que j'entendais, de ce que je lisais dans The Witcher, et je faisais des liens et en même temps je me dis oui, mais on est tellement dans du moins grave que je me faisais très très humble. Mais j'ai eu une situation comme ça où il y a un gars qui se fait virer, donc c'est beaucoup moins grave, d'un festival. Je ne citerai pas lequel parce que là bon, je suis encore en cours de thèse, je vais pas m'attirer. Fais pas ton boulet tout de suite. Je fais pas mon boulet tout de suite et oui, j'étais à ce moment-là, j'étais en discussion avec la personne qui va virer le gars et on se sent mal parce qu'on sait qu'on n'est pas à notre place, mais quand on est en plus dans une situation face allemand, enfin en lisant ça, c'était vraiment, on se met à ta place et on se dit mais comment on plie pas bagage et on rentre, quoi. Après en même temps, bon, c'était pas moi la plus à plaindre. Tu n'es pas la plus à plaindre. Et puis en même temps, c'est sûr qu'émotionnellement c'est dur, mais je trouve que ça responsabilise aussi. C'est-à-dire que voilà, je fais une thèse sur ces sujets-là, c'est très très sérieux et en fait il faut faire ça bien. Et sans faire une thèse militante ou quoi que ce soit, enfin je veux dire, il y a l'idée un peu que on est témoin de situation, on voit comment ça se passe, et ben par respect aussi pour les victimes et dans l'espoir de peut-être contribuer à améliorer les choses à son échelle, et ben on veut vraiment faire le travail le meilleur possible parce que enfin voilà, par respect, ouais, je sais pas. Oui, non mais par respect tout simplement. Hein. On va passer un petit peu par là où moi j'en suis. Okay, oui, parce que là, ça va rester sur les mêmes thématiques. On va rester sur les mêmes. Tu veux parler de ça ? En fait, moi, cette séquence, il y a une séquence où tu es allé voir une projection d'un film avec un débat. Et on va rejoindre un petit peu, alors c'est des choses effectivement qu'on a déjà évoquées, mais d'un débat entre les médecins et le public, ouais, notamment. Et dans le public, des collectifs militants féministes, voilà, en majorité. Ouais. Et je trouve que cette séquence, enfin je trouve que toutes les séquences sont saisissantes. On est sur un travail où tout le long on se dit oula, on prend une baffe un peu à chaque fois et on devient très très humble, je trouve. Que je reprenne parce que j'ai pris plein de notes. Moi j'ai eu le PDF, j'ai pris plein de notes. On a la sensation déjà, il y a un terme qui semble important que tu utilises, c'est l'agencéité. L'agentivité. L'agency en anglais, oui, c'est proche. C'est pour ça. Mais l'agentivité. Ouais. C'est l'agentivité. Mais je vais expliquer ce que c'est. Ça, je pense que ça va être ultra important de l'expliquer et tu en parles beaucoup par rapport aux femmes polonaises, qu'elles ont une agentivité. Et on a l'impression par contre que les médecins, dans leur discours, ils la nient mais totalement. Oui. Alors, je vais déjà expliquer ce que c'est que l'agentivité. Je pense que c'est important pour comprendre en fait ton sujet, ça me paraît essentiel. Oui, parce que bon, enfin globalement, voilà, bien sûr on parle d'avortement, etc. Mais mon sujet, c'est aussi sur le sujet politique féminin. Donc en fait, c'est un peu la condition de la femme en tant que sujet politique, en tant que citoyenne. Quel va être son rôle dans la société, son statut et sa place, etc. Mais d'un point de vue vraiment plutôt politique. Et donc l'avortement, vous l'aurez compris, permet de penser toutes ces choses puisque la question est liée à des questions à la fois d'autonomie
des femmes, de leur corps, etc. Et en même temps de leur place dans la société, ce qu'on attend d'elles, etc. Donc, bon. Et en même temps, comme je suis sur des collectifs militants qui essaient de faire changer cette situation, et ben c'est cette idée de voilà, comment les femmes résistent, participent du changement politique. Et je parle d'ailleurs, enfin résistent pour les féministes, mais pour les autres, les femmes antiféministes, elles sont aussi dans des dynamiques de combat politique, et donc voir comment ça se passe. Le concept d'agentivité, il vient du mot anglais agency. En fait, c'est l'idée, c'est la capacité d'action, le pouvoir que vont avoir des individus dans un contexte qui va déterminer leurs conditions. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, parce que sinon ça va être un peu complexe, on se dit, bon, oh là là, la situation des femmes en Pologne, c'est vraiment des victimes, elles peuvent rien faire parce que la loi est terrible, l'église les opprime, les médecins s'occupent pas d'elles, et donc, voilà, elles ont aucun pouvoir, elles sont juste des victimes, elles subissent la situation. Et ben, le contexte d'agentivité, c'est de montrer que, ok, il y a ces conditions-là, ça c'est des choses qui vont déterminer leurs conditions, ce qui se passe, mais à l'intérieur en fait de ces déterminismes, eh ben, elles vont avoir des capacités d'action, elles vont pas rester passives en fait, et donc elles vont résister, elles vont mettre en place des stratégies, elles vont agir en fait, ça vient de là aussi l'agentivité, capacité d'action, d'agir, et donc moi ce que je montre dans ma thèse, c'est qu'en dépit de cette situation-là, en fait les femmes polonaises, elles ont peut-être pas le pouvoir tel qu'on l'entend politiquement, mais elles ont vraiment du pouvoir parce que elles agissent pour changer leurs conditions, pour faire changer la loi, pour toute une série de choses, et donc voilà, c'est vraiment important de comprendre que malgré ces circonstances, on n'est pas du tout dans une situation où les femmes restent passives à rien faire, fatalistes devant leur situation. Il y a vraiment, elles ont des moyens d'action, même s'ils sont limités, et elles vont tout faire pour avoir gagné du pouvoir ou pour l'exercer avec les moyens qu'elles ont. Et par rapport aux médecins, c'est ça que tu voulais... Par rapport aux médecins, j'ai eu cette sensation que tout le long, eux, ils disaient on niait leur agentivité. Voilà, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est leur agent... Oui, si, on peut dire ça d'une certaine manière. Mais oui, ils ont en fait, dans les discours, c'est vraiment, la loi, elle est comme ça. Nous, on peut pas se permettre de faire des avortements et de pas respecter la loi, parce que sinon, on va être interdit d'exercer, on va aller en prison, et blablabla. Et donc, ça, c'est pas possible. Et donc, ils subissent des pressions, et effectivement, et ça existe. Maintenant, il n'y a aucun médecin qui a été condamné et qui est allé en prison, sauf dans le cas d'Isabella Seibor où les médecins ont été reconnus coupables. Je ne sais pas quelle est la sentence qui a été appliquée, mais en tout cas ils ont été reconnus coupables. Mais eux c'est pour homicide pour le coup, donc c'est pas une question d'avortement. C'est justement l'inverse. Voilà, coupable de non-assistance à personne en danger, en fait, c'est vraiment ça. Et donc oui, il y a cette idée qu'ils peuvent rien faire, que eux aussi, comme les militants, déplorent la situation, mais que c'est comme ça, et qu'en fait c'est aux militants d'aller dans la rue, de faire pression, de faire changer des lois, mais que eux de leur côté ils peuvent rien faire. Ce qui est très paradoxal, parce que c'est quand même eux en pratique qui sont au contact des femmes et qui peuvent agir directement sur les corps, même si effectivement il y a des pressions législatives, etc. Bon, après il y a des médecins qui résistent et qui trouvent des entourloups pour permettre quand même aux femmes d'avorter. Voilà, ça dépend, je ne généralise pas encore une fois, mais je sais plus ce que je disais. Oui, il y a vraiment c'est paradoxal parce que voilà, eux ils se sentent vraiment empêchés d'agir et ils ne voient pas comment ils peuvent faire quelque chose. Et eux ne se disent pas qu'ils vont aller faire pression sur le politique en tant que corporation de médecins, qui sont finalement en position de pouvoir, parce que c'est de eux dont dépendent ces avortements. Donc face aux politiques, ils font les choses, et voilà. Et d'ailleurs, en Belgique notamment, mais pas que, c'est vraiment les médecins qui ont permis aussi de bien sûr, en tant qu'alliés des mouvements féministes, de permettre un changement législatif sur l'avortement, parce qu'en fait, en pratiquant des avortements malgré la loi, et en fait, l'avortement devient un fait. Donc on peut plus l'ignorer parce qu'en fait, quelle que soit la loi, on les pratique et ça se passe comme ça. Et donc en Belgique, c'était le gynécologue Willy Peers qui a fait d'ailleurs de la prison pour avoir pratiqué des avortements qui étaient illégaux, etc. En France aussi, on a eu tout un collectif qui a suivi le manifeste des 343 publié dans l'Observateur. Donc 343 femmes célèbres qui ont déclaré dans le Nouvel Observateur à l'époque qu'elles avaient avorté quand c'était encore criminalisé. Et les médecins ont suivi en aussi se mobilisant en disant voilà, il faut agir pour l'avortement, c'est un problème de santé publique, il y a des femmes qui meurent, etc. Et donc l'engagement des médecins est vraiment très important parce que c'est des personnes d'autorité et c'est aussi les personnes qui, comme je le disais, sont là dans la pratique au contact des patientes et c'est eux qui font les choses.
Et c'est vrai que dans les discours recueillis sur mon terrain par rapport à ce groupe de médecins, c'était très, 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 comment dire, très frappant et très dur à entendre. Et d'ailleurs, voilà, le débat en question a mal tourné. Et malgré tout, à la fin, c'est ce que... Oui, encore une fois, à c'est la ce que fin, tu il y a écris. un médecin qui... Il y a un médecin qui vient et qui, dans l'attitude, les appelle les filles. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette attitude vraiment paternaliste aussi. Là, on rentre dans les questions aussi de patriarcat au niveau de la médecine, de la gynécologie en particulier, où en fait les femmes ont été un peu dépossédées de leur corps et du savoir qu'elles ont sur leur propre corps. Et de dire, voilà, nous sommes les médecins, nous sommes ceux qui savons mieux que vous, et donc c'est nous que vous devez écouter. Et voilà, et en fait le collectif en question là qui débattait notamment avec ces médecins, c'est un collectif qui pratique, enfin comment dire, elles ne pratiquent pas elles-mêmes des avortements, mais elles fournissent, elles aident les femmes à se fournir des pilules abortives, elles collectent de l'argent pour que les Polonaises puissent avorter à l'étranger quand elles en ont besoin, donc voilà, et donc c'est des militantes qui au quotidien en fait s'occupent des avortements que les médecins ne pratiquent pas. Et elles sont extrêmement qualifiées, elles vont à des conférences de gynécologie, elles se forment, donc voilà, elles ne sont pas médecins, elles ne prodiguent pas elles des avortements, mais en tout cas, elles sont au fait de toutes les législations, de comment avorter en toute sécurité, quels sont les moyens, etc. Et donc elles ont été reçues de manière très très paternaliste et condescendante par des médecins qui leur a dit c'est nous les médecins, on sait très bien ce qu'on fait, on n'a aucune leçon à recevoir, et c'est comme ça. Donc voilà, c'est ces questions-là aussi... et qu'on ne retrouve pas qu'en Pologne d'ailleurs, c'est un vrai problème partout. Bien sûr. C'est même en France, hein, ma mère est médecin et elle a une blague sur l'attitude des médecins, notamment l'attitude du je sais tout. Je me permets de la dire, je ne donne pas le nom de ma mère parce que ses collègues ne vont pas aimer, mais la blague de ma mère, c'est la différence entre Dieu et les médecins, c'est que Dieu ne s'est jamais pris pour un médecin. J'aime beaucoup. C'est un peu ça. Mais tu dis donc de la gentilité et que ces femmes... et là, si jamais tu veux pas, je sais pas si c'est un endroit qui pourrait t'amener quoi, mais tu dis de ces femmes qui donc n'ont pas le pouvoir mais ont du pouvoir. Tu parles de ces femmes qui ont du pouvoir, mais est-ce que notamment au sein de ces collectifs de femmes, le fait d'avoir du pouvoir n'amène pas la recherche du pouvoir? Alors, comme dans tout mouvement militant, politique, et bien sûr, il va y avoir des luttes des égos, une volonté de prendre le pouvoir pour imposer sa version du combat, sa pensée, etc. Donc oui, moi, toute une partie de ma thèse qui est moins centrée sur la question de l'avortement, mais plus sur la militance, j'ai observé tous les conflits qui peuvent, enfin tous les conflits, en tout cas ceux dont j'ai été témoin, qui traversent ces différents groupes militants, et montrer que, voilà, comme dans tout système politique, et là c'est indépendant du genre si je peux me permettre, voilà, on a des personnalités narcissiques, on a des luttes politiques, des luttes de pouvoir internes, et donc ça bien sûr j'en ai été témoin. Là où moi j'ai traité ça sous l'angle du genre, c'est aussi, voilà, on associe toujours le pouvoir à l'autorité, à la force, etc., de manière patriarcale, et donc l'idée qu'une femme puisse agir comme ça, on va la rapprocher, ah ouais mais cette femme-là, c'est un homme, elle est super patriarcale, etc., mais parce qu'on n'a pas non plus appris d'autres formes de leadership. Et donc moi il y a vraiment toute cette question du leadership qui va être très importante, de voir comment le contexte patriarcal va influencer ces pratiques militantes de femmes, féministes comme antiféministes, et comment on va, voilà, comment ça va être influencé, comment elles vont pratiquer ce pouvoir-là, et comment ça va être contesté, etc. Donc oui, c'est toutes des questions. Voilà, et en allant sur des groupes féministes, oui, que tu dis, alors, encore une fois, tu peux m'arrêter, mais avec, dans, on va dire, les groupes ou les personnes à leur tête, des personnes qui ne se disent pas forcément féministes. Oui, alors il y a certaines... Voilà, c'est de moins en moins le cas, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnalités de la scène féministe polonaise, en tout cas de la scène activiste, qui, même si elle porte à un mouvement féministe important, va refuser de s'appeler aussi féministe, comme les femmes antiféministes, mais pour des raisons beaucoup plus évidentes. Parce que, voilà, je vous ai parlé de cette idée que sous le communisme, il y a eu pas mal d'avancées au niveau égalité homme-femme. Et cette idée que le communisme était anti-polonais, ce n'était pas la culture polonaise, etc. Et en fait, au moment de cette transition démocratique, où l'Église avait une influence importante sur l'État, le politique, etc., il y avait cette idée que, en fait, féminisme égale communisme, égale ennemi de la nation polonaise. Et donc, le mot féministe a été extrêmement stigmatisé pour ça.
Et deuxièmement, avec cette idée que en fait tout ce qui est études de genre, féminisme, etc., ça vient aussi de l'Ouest, et donc ce n'est pas la culture polonaise non plus. Et donc ça a été stigmatisé par rapport au communisme, et ça a été stigmatisé par rapport à l'Ouest, en se disant que finalement les Polonaises qui sont revendiquées du féminisme, c'est les Polonaises bourgeoises des grandes villes qui sont allées à l'étranger, finalement qui ont des intérêts non polonais. Et donc on a vraiment, c'est assez complexe. Et donc il y a toute une partie de femmes en Pologne, et aussi parmi certaines militantes, qui ne veulent pas employer le mot féminisme parce qu'il est extrêmement stigmatisé, et qu'en fait ce mot-là va rebuter les gens. Ils ne veulent pas entendre parler du mot féminisme, même si dans la pratique c'est vraiment des combats féministes. Donc ça c'est une particularité qu'on retrouve en Pologne. Après bon, il y a des personnalités aussi particulières comme je l'évoquais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette stigmatisation du féminisme, elle est extrêmement entretenue par toutes ces mouvances anti-genre, anti-avortement et ces dynamiques transnationales, voilà. Mais en même temps, en Pologne, elle a vachement diminué depuis les mobilisations de collectifs féministes, notamment dès 2016. Puisque en fait sous le gouvernement du PiS il y a eu une première tentative d'interdire, mais là totalement l'avortement. C'est des collectifs de la société civile, des lobbies politiques d'extrême droite, super conservateurs, chrétiens, etc., qui étaient à l'origine de ça. Finalement ça n'a pas abouti, parce qu'il y a eu une mobilisation impressionnante, et là pour le coup c'était la première fois que vraiment les femmes manifestaient en tant que femmes dans les rues pour dénoncer cette loi-là, dénoncer l'influence des forces chrétiennes conservatrice sur le politique, dénoncer la politique du PiS pour toute une série de raisons. Et en fait, la mobilisation a été tellement importante, donc ça c'était en 2016, c'est ce qu'on a appelé la grève des femmes, le strajk kobiet en polonais, parce qu'il y a vraiment eu une grève. Un jour, les femmes ont dit on va faire grève, on met le pays à l'arrêt parce qu'on est contre ça. Donc voilà, c'était un mouvement très très important, et ce mouvement-là a amené le gouvernement à finalement se rétracter, à ne pas suivre cette proposition législative, etc. Il y a eu d'autres tentatives par la suite, d'aller un peu tous les ans, de revenir encore sur ce droit à l'avortement, jusqu'à ce que ça aboutisse en 2020 par un autre biais qui est celle de cette cour constitutionnelle complètement politisée, puisqu'elle est acquise aux personnalités du PiS. Et donc en fait, cette première mobilisation en 2016, elle a vraiment... elle a fait du féminisme... quelque chose qui était beaucoup plus populaire, beaucoup plus massif, et donc on a commencé à déstigmatiser tout ça, et ça a été encore plus décuplé, ça a été décuplé en tout cas pour les manifestations de 2020, et depuis... et donc aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, mais en tout cas jusque là c'était vraiment, le féminisme était très très mal perçu, et donc c'est ce qui explique que certaines militantes, même si elles se revendiquent, vont éviter d'employer le mot féministe pour rassembler un maximum de femmes autour de ce combat. Alors, déjà merci. On va arriver doucement vers la fin de toute notre partie, de toute cette discussion. C'était passionnant, j'adore, moi j'ai adoré. Puis, mais si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, je dirais même c'est maintenant. Alors après on va encore avoir 1 heure d'atelier, mais si vous avez des questions c'est maintenant. C'est maintenant, c'était déjà avant, mais vous pouvez, n'hésitez pas à les poser maintenant. Nous doucement on va faire une petite pause, oui. Si tu veux bien une petite pause. Mais pour quelqu'un qui a jamais touché à Twitch, alors moi j'étais royal. J'écoutais, c'était Père Castor un peu. Avant qu'on fasse une pause et qu'on passe à une pause de 5 minutes et qu'on passe à l'atelier, une dernière question, c'est quoi ton futur, Hugo? Est-ce que tu peux le dire ou pas? Oui, je peux le dire. Je vais continuer de travailler sur la Pologne et sur les femmes, notamment sur la qualité de la représentation des femmes en politique en Pologne, de leurs intérêts. Alors c'est les femmes au sens large, donc on n'est pas que sur les idéaux féministes. Donc en Pologne, et donc je vais faire ce qu'on appelle un post-doctorat, donc c'est un premier contrat de recherche de chercheur post-thèse. Et donc je démarre au 1er octobre à King's College London, et je rejoins un projet de recherche qui n'est pas le mien, mais en tout cas qui demandait une étude de cas sur la Pologne autour de cette question de la représentation des femmes en politique. Encore quelque chose pour lequel on peut t'applaudir, parce que c'est quand même pas rien. Merci. Tout le monde n'obtient pas de poste avant de finir, parce que je l'ai eu avant oui, en plus de ça. Non, parce que vous savez, il y a des gens qui font plein de choses en même temps.
Mais il y en a qui font beaucoup plus plein de choses en même temps. Mais je recommande pas, ceci dit, je suis très esquintée. Ça se voit pas là, mais c'était dur. Donc voilà. Et en même temps, il y avait moi qui lui répétais ouais, faut qu'on fasse un live absolument. Et qui disait ouais, je sais pas, j'ai quand même beaucoup de choses. Oui, mais au final, c'est vraiment chouette. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce live, donc merci. C'est pour quelqu'un qui en a jamais fait, mais ça semblait naturel pour toi. Hein. C'est impressionnant. Bah, j'aime bien parler. C'est ça. Mais c'est ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut pour être streamer, c'est être une arnaque de première. C'est pour ça peut-être que je suis pas mauvais dans le genre, mais c'est aimer parler. Et en plus, le stream a un truc fantastique, c'est que parfois on peut se tromper. Et c'est génial parce que on est en direct, on peut se tromper, on peut être corrigé et ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème tant qu'on accepte qu'on se trompe. Ah, pas de minimum. Y a-t-il en Pologne des réactions fortes, positives ou négatives au changement de législation sur l'avortement dans d'autres régions du monde, à l'ouest, avec le recul du droit à l'avortement sous l'administration Trump depuis janvier 2025, ou la constitution du droit à l'avortement en France? Voilà. Alors oui, c'est une bonne question. Alors bien sûr, ça a été un choc quand Trump est revenu sur l'arrêt Joe versus Wade sur l'avortement. J'ai plus le nom. En gros, maintenant le droit à l'avortement est devenu une compétence des États et non plus une compétence fédérale. Donc chaque État décide, voilà. Oui, ça a été une onde de choc du point de vue féministe, mais en même temps, en Pologne, les femmes étaient prêtes à ça parce qu'elles ont vu ce que ça donnait avec le PiS, et donc elles alertent aussi dans les démocraties occidentales de dire ne pensez pas que c'est parce que c'est la Pologne, ne considérez pas, voilà, nous sommes un pays arriéré, c'est particulier, etc. C'est une tendance mondiale, et nous, on a vu ce que ça donnait en pratique de mettre ce genre de politiciens au pouvoir. Donc voilà, il y a une chose où c'était aussi pas l'étonnement, bien sûr, il y a des liens très forts entre les collectifs féministes américains, polonais, etc., donc ça circule. Ça a eu des retentissements très très importants du côté du mouvement pro-life, qui est très très en contact avec le mouvement américain. On a beaucoup d'activistes pro-life polonais qui sont formés aux États-Unis. Aujourd'hui, une des plus grandes internationales, c'est l'internationale nationaliste. Oui, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, l'actuel président polonais, on n'a pas parlé des élections de 2025, mais c'était important, et ceci dit, et des conséquences de 2023. En fait, le problème, c'est que si on avait voulu parler de tout, il nous aurait fallu... Alors moi, je suis pour, si tu veux revenir... Mais vraiment, je peux le faire juste 30 secondes, sûr, parce que c'est assez important. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, donc je vous l'ai dit, en 2023, donc il y a eu ces élections. Les femmes, statistiquement, renversent le gouvernement du PiS. Donc on a cette coalition qui se forme au niveau du gouvernement qui va regrouper différentes partis politiques dites de l'opposition qui sont très diverses, comme je vous l'ai expliqué. Le seul souci, c'est qu'il va falloir faire un accord de coalition pour réunir tous ces partis, et que en fait il y a une formation de cette coalition qui est contre la légalisation de l'avortement. Ils veulent bien revenir à la loi de 1993-93. Donc le compromis, seulement 3 cas autorisés, parce qu'ils estiment que oui, ce qui s'est passé en 2020, c'est dramatique, et puis toutes les femmes qui meurent, même s'il y avait aussi des drames sous l'ancienne loi, c'est juste qu'on en parlait moins, donc bon voilà. Et en fait, cette formation politique, elle est importante parce que c'est la deuxième plus forte au sein de la coalition, après celle de Donald Tusk, de la PO, donc son parti, la plateforme civique, PO en polonais, et que la gauche est trop minoritaire en fait pour peser au même titre que le parti de Tusk pour imposer cette légalisation. Et donc, pour que la coalition tienne et que finalement ce gouvernement d'opposition anti-PiS puisse advenir, ils ont sacrifié cette idée du droit à l'avortement. Ils ont dit ils vont pas le mettre dans l'accord de coalition. Ils vont dire qu'au mieux on revient à la loi de 1993 sinon on fera peut-être un référendum. Les militants féministes sont contre le référendum. On pourra peut-être, si vous avez des questions là-dessus, y revenir à un autre moment. Et donc ça a été vécu vraiment comme une trahison parce que c'est quand même grâce au mouvement des femmes et à toute cette mobilisation que ce gouvernement est là, et pourtant là, ça a été encore une fois sacrifié pour permettre à la politique libérale de se mettre en place, de ce renouveau démocratique, parce que quand même cette formation gouvernementale contre le PiS, etc., il y a vraiment cette idée qu'il fallait réparer la Pologne, en faire une véritable démocratie, rétablir l'état de droit, toutes les réformes qui ont été mises en place par le PiS et qui ont abîmé, c'est justement cet état de droit à différents niveaux. Voilà, le but c'était de refaire sur un deuxième renouveau démocratique après celui de 89, et ça se fait encore au détriment des droits des femmes. On a dit non, le plus important pour l'instant c'est l'état de droit et pas la question d'avortement, surtout que c'est un peu illusoire de dire nous on va porter le droit à l'avortement alors que le président qui est en place
toujours en 2023, le président de la République restait le PiS, puisque c'est le gouvernement, c'est un régime parlementaire, donc le gouvernement est issu de l'Assemblée nationale, et du Sénat, etc. Mais le président était toujours celui du PiS. Et donc le président, il a un droit de veto. Et il avait dit que de toute façon, quelles que soient les législations, si ça tourne à l'avortement, lui il mettrait son veto, donc ça ne passerait pas. Et donc c'était un peu l'excuse aussi pour ne pas agir en ce sens de la part du gouvernement, et donc ça a apporté énormément de mécontentement. Du coup, il y a eu des élections en 2025, et là encore une fois, le parti libéral, puisque c'était le candidat Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie, qui est porté au deuxième tour, qui était le candidat libéral, contre le candidat du PiS, Karol Nawrocki. Et il y a vraiment cette idée, si vous voulez que ça change, votez pour nous, donnez-nous les plans pouvoir, parce que de toute façon, tant que le président sera du PiS, il y aura le veto, on ne pourra rien faire. Sauf que il y a eu énormément de déceptions, il y a eu une très mauvaise campagne aussi de la part de ce leader libéral qui a un peu délaissé les questions progressistes qui pourtant ont amené la victoire de 2023, donc tout ce qui était droit des LGBT, droit à l'avortement, etc. a été laissé de côté. Et en même temps, on croyait plus à cette idée de promesse de oui, si, nanana, alors vous verrez, on va légaliser, machin, etc. Parce qu'il y avait aussi cette idée que de toute façon, la Cour constitutionnelle est toujours avec des partisans du PiS, donc même si on a ce président, même si on a le gouvernement, l'avortement, blablabla, donc c'est toujours un prétexte, et donc on a toute une partie de l'électorat libéral progressiste de gauche qui s'est détourné, qui n'a pas voté pour le candidat pour Rafał Trzaskowski, et en fait c'est le PiS qui l'a emporté, et donc on se retrouve dans vraiment une situation de blocage, où maintenant on a encore pendant les 5 ans à venir, un président nationaliste qui compte mettre son veto, qui compte vraiment embêter le gouvernement de Tusk, et pour essayer de changer la donne, là d'ailleurs, il y a quelques semaines, Tusk a supprimé le ministère de l'égalité homme-femme. Donc voilà, il y a toute une série de choses de marchandage en fait, qui se font autour de cette question-là. Il y a toujours des questions prioritaires, la guerre en Ukraine n'arrange pas les choses, et donc je refais bien par rapport à Trump, etc. Ce président, Karol Nawrocki, est un proche de Donald Trump, est un Trumpiste revendiqué, et donc voilà, ça montre comment tout ça circule. Et alors pour la constitutionnalisation du droit à l'avortement en France, ça a été vraiment applaudi, salué par les militantes féministes en Pologne, et bien sûr c'était un exemple à suivre pour elles, mais bon, après on pourrait encore parler de ça sur les circonstances, qu'en France aussi ça pose plein de questions, mais c'est sûr que c'est une avancée par rapport à ça. Mais donc, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y a eu cette situation en 89 et finalement ça se répète encore. Et là, c'est de manière encore plus instrumentale parce qu'on a vraiment ce gouvernement qui arrive là grâce au vote des femmes, des féministes notamment, et qui finalement leur disent non, mais là pour l'instant on va pas s'occuper de ça, on va faire autre chose, quoi. Et donc, c'est Donald Tusk qui arrive au pouvoir, et moi, du coup, la seule sensation que ça me donne, c'est cette différence entre. Pourquoi on est élu et ce qu'on fait au pouvoir, c'est là on peut faire une transition avec des choses dont je parle beaucoup dans mes lives, c'est finalement la Pologne est entrée dans l'ère de la post-vérité. Oui, totalement, c'est exactement ça, totalement. Est-ce que, avant qu'on finisse, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu veux nous amener, enfin qu'on finisse, qu'on passe à la suite, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te semblent importants d'amener sur la table Non, pour l'instant c'est bon. Enfin, je voulais vraiment repréciser cette idée de 2023 et sûr, dire que, parce que savoir un peu ce qui se passe, ils sont arrivés les progressistes, est-ce que le droit à l'avortement a été rétabli en Pologne ? Non. Donc voilà. Très bien. Donc rendez-vous dans quelques années après ton post-doc pour la suite. Vu qu'apparemment on a encore plein de choses à dire, et peut-être avec une édition à Londres, pourquoi pas ? Ça serait fou. Il faut que je me remette au boulot très sérieusement. Oui, bon, déjà peut-être y arriver dans un troisième pays. Enfin, oui. Voilà, un troisième pays et un troisième pays, un cinquième univers dans tout ce que tu as connu, parce que malgré tout, enfin, je peux le dire, je viens de la Réunion. Tu viens quand même de la Réunion, qui est un univers très lointain, trop souvent oublié par les pouvoirs centraux. Je suis arrivée à 18 ans à Paris, après j'ai vécu 1 an en Italie pour un Erasmus, après je suis arrivée en Belgique, puis la Pologne, et maintenant l'Angleterre, donc on verra où je serai, mais je veux bien reparticiper, c'est très sympa. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Merci Julia d'être venue. Merci à vous. On a eu des bugs, donc l'atelier, vous ne le verrez pas, malheureusement. Mais. C'était pas plus mal. Non, ça va. Franchement, ça va.
Premier monstre, pour vous dire, elle a battu un loup-garou au début, un loup-garou dès le début. Le loup-garou, c'est un monstre très puissant. Ouais, mais après, je suis morte. Oui, après, elle est morte face à un bébé. Mais voilà, donc je te souhaite bon courage à Londres. Merci beaucoup. Dans cette nouvelle aventure. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de parler de la suite un jour. D'ici là, il y a d'autres invités qui sont prévus. Et je fais une pause, je continue ma pause et je reprends début septembre, la semaine du 2 septembre. On reprendra par un live. Et à la prochaine. Ciao!